Notre ordre du jour appelle ce matin l'examen du rapport d'information de Mme Amélie Lacrafi et de M. Aurélien Taché sur l'avenir de la francophonie. Ce travail est extrêmement attendu. Il a démarré il y a à peu près 2 ans. Il aurait dû aboutir normalement au moment du sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts. Pour différentes raisons, notamment de dissolution, il n'a pas pu l'être. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce qu'il va être proposé et débattu à une quinzaine de jours de l'Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Paris. Il va également intervenir dans un moment, un climat, je pense, où la francophonie est un peu au milieu du gué, avec, pour exemple, par exemple, dire que lorsque nous avons un conflit entre 2 membres, le Rwanda et la RDC, ce conflit prend un accord qui est signé aux États-Unis après avoir été négocié au Qatar. Donc, quelle est la stratégie de la francophonie et quelle est son influence encore aujourd'hui, alors que 2 de ses membres sont en conflit? La France a-t-elle une stratégie? Et je pense qu'on est au cœur du rapport de nos 2 collègues, alors même que le budget de l'Assemblée parlementaire francophonie va passer de 350 000 à 150 000 euros, que celui de l'AUF, qui est un des bastions très forts, en tout cas dans le monde, des études universitaires et de la mobilité francophone, va baisser de 75%. En tout cas, les dotations volontaires de la France vont baisser de 75%. Donc les questions de la stratégie française, de la façon dont la France se projette dans la francophonie sont posées. A-t-elle encore une influence? Croit-elle encore, la France, à la francophonie? Voilà autant de questions qui se posent, auxquelles nos collègues vont certainement répondre, et avec un certain nombre de propositions que vous avez pu lire dans le rapport. Donc votre rapport, au-delà du temps passé, est très attendu. Vous avez réalisé une trentaine d'auditions, de tables rondes, au cours desquelles vous avez entendu une centaine de personnes. Voilà, vous allez nous le dire certainement plus, 300, ce que dit Mme Lacrafi. Et puis vous êtes déployé sur les continents nord-américains, africains, Maroc, République démocratique du Congo ou encore Sénégal, ainsi qu'à Bruxelles. Notre commission étant réglementairement en charge de tout ce qui concerne la francophonie, il me semblait particulièrement opportun qu'elle apporte une vision et une contribution à la réflexion légitime qui doit se tenir sur l'avenir de la francophonie au XXIe siècle. On est au cœur de la réflexion et, je me répète, à une quinzaine de jours de l'Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bienvenue donc pour nos 2 rapporteurs qui sont membres de cette commission, donc qui la connaissent par cœur. Je vais donner la parole, donc vous connaissez la règle, pour 8-10 minutes. Et pour commencer, je cède la parole à M. Aurélien Taché. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers collègues. Alors oui, je crois qu'on est très heureux tous les 2 de pouvoir vous présenter notre travail aujourd'hui. C'est un travail qui nous a captivés et qui avait été interrompu par la dissolution, comme le Président vient de le rappeler. Je crois aussi qu'on tient à remercier tous les 2 le Président Fuchs, qui nous a soutenus pour relancer la mission dès octobre dernier, en ajoutant notamment un déplacement au Sénégal, en complément de ceux effectués dans la précédente législature. Et ça a été dit, ça nous a permis de rencontrer environ 250 interlocuteurs en France et à l'étranger. Ce déplacement au Sénégal, il s'est d'ailleurs inscrit à notre humble niveau, bien sûr, mais dans un mouvement d'ensemble de la diplomatie parlementaire. J'ai le plaisir de présider le groupe d'amitié France-Sénégal pour relouer le lien entre nos 2 pays, un lien qui avait été finalement abîmé par les ambiguïtés de nos gouvernements pendant la dérive autoritaire de Macky Sall. Le Sénégal incarne d'ailleurs très bien finalement les enjeux de la francophonie sur lesquels je souhaite insister pour ma part. Le premier, c'est celui d'une langue qui n'est pas la propriété exclusive de la France, mais que nous avons en partage avec les autres et que nous pouvons faire avancer par un travail en commun. Comme de nombreux pays de la francophonie, le Sénégal est à la fois fier de ses langues nationales, le Wolof, parlé au quotidien par une majorité de la population notamment, mais aussi très attaché à la langue française, qui appartient tout autant au pays de Sangor qu'à la France. Comme les Sénégalais, la grande majorité des 350 millions de francophones dans le monde sont plurilingues. Ils ont grandi en apprenant le français aux côtés d'autres langues nationales dans des espaces multilingues. L'avenir de la francophonie se joue donc essentiellement dans les systèmes d'éducation qui doivent faire une place au français aux côtés d'autres langues, tout en répondant aux défis de la démographie des élèves et de la démographie des enseignants, qui est évidemment forte sur le continent africain. L'enjeu est effectivement d'abord sur ce continent, puisque 75% de près de 100 millions d'élèves qui ont le français comme langue de scolarisation s'y trouvent. Mais dans certains pays, les dépenses publiques consacrées à l'enseignement sont très insuffisantes. Les méthodes éducatives dépassées et n'offrent pas de perspective aux élèves ou à leurs familles, ni aux enseignants. C'est un constat très net en République démocratique du Congo, par exemple.
Le Sénégal est lui en pointe sur ces enjeux et accueille d'ailleurs des institutions spécialisées de la francophonie, la Confémen et l'IFEF notamment, chargées de moderniser les politiques éducatives avec par exemple le programme École et langue nationale, ELAN, qui facilite les premiers apprentissages fondamentaux dans la langue maternelle avec un apprentissage concomitant en français. À l'horizon 2050, les francophones pourraient être de 500 à 700 millions, à la condition, et ce n'est pas une mince condition, qu'une éducation en français respectueuse du plurilinguisme progresse partout. On constate cette progression au Maroc, par exemple, où après 30 ans d'arabisation des programmes scolaires, le pays a fait le choix souverain de réintroduire le français comme langue d'enseignement primaire, avec d'ailleurs un très bon programme de l'aide publique au développement qui accompagne ce mouvement. Mais les quelques bons exemples comme celui-ci, nous montrons dans le rapport que la démarche francophone n'est pas malheureusement au cœur de notre aide au développement, ne peuvent pas masquer cette manque de stratégie de notre aide au développement sur le monde francophone. On l'a constaté avec le sommet de Villers-Cotterêts, qui a échoué à identifier des mesures fortes de soutien à la modernisation des systèmes éducatifs, alors qu'un groupe de travail de l'AFD avait été missionné en amont du sommet pour proposer des livrables sur le sujet, il n'en est rien resté. Or, il est vraiment indispensable de canaliser vers l'enseignement francophone à la fois les coopérations éducatives bilatérales des États et les financements multilatéraux comme ceux du Partenariat mondial pour l'éducation, trop souvent éparpillés, pas assez ciblés et loin d'être suffisants. Notre propre action extérieure doit d'ailleurs être claire sur le sujet, car on confond trop souvent francophonie et école française, avec drapeau français et programme de notre éducation nationale. Or, l'enjeu principal, c'est bien la coopération éducative, pour que nos partenaires trouvent leur intérêt à utiliser le français dans leur propre système, ou pour qu'ils rémunèrent correctement les professeurs. Le réseau des écoles françaises à l'étranger est évidemment extrêmement important, et nous proposons d'ailleurs de valoriser le passage des jeunes enseignants à l'étranger afin d'attirer les nouveaux profils vers ces métiers en France, où ils sont en tension. Mais ces écoles doivent être de plus en plus hybrides. On a eu l'école franco-sénégalaise à Dakar qui nous a montré un bel exemple. Nous devons en fait rompre avec tout ce qui peut encore faire percevoir le français comme un héritage du passé colonial ou avec une projection de l'ancienne métropole. C'est aussi pourquoi nous proposons une mesure qui n'a rien de symbolique, la création d'une académie francophone de la langue commune qui actera pour de bon la copropriété de la langue par tous les peuples qui ont le français en partage. J'y vois la pointe avancée d'une politique plus large favorisant les échanges avec les créateurs d'expression française, mais aussi facilitant la traduction et la circulation des œuvres de langue arabe, amazigh et africaine, bref, une exception culturelle francophone. Il nous faut valoriser réellement, sur un pied d'égalité, toutes les cultures de cet espace de solidarité qui doit devenir plus polycentrique. Le groupe TV5 Monde, qui est une création des États francophones du Nord, est aussi un atout formidable, mal connu en France, mais très visible en Afrique, et nous devons permettre à des médias publics africains d'entrer à son capital et à son conseil d'administration. Le sommet de Villers-Cotterêts a fait des annonces en ce sens, nous nous en félicitons, mais il faut encore aboutir et apporter toutes les garanties de respect de l'indépendance éditoriale. Cette approche par la langue commune doit aussi nous conduire, nous, Français, à nous voir comme des francophones comme les autres, car les sujets du plurilinguisme et des identités mêlées, nous les trouvons partout dans l'Hexagone, avec par exemple la reconnaissance des langues régionales minoritaires ou avec les besoins d'apprentissage du français pour les primo-arrivants. Et nous les retrouvons de façon éminente dans les Outre-mer, qui sont un condensé de nombre des enjeux de l'espace francophone, une histoire marquée par la colonisation et l'esclavage, le plurilinguisme et en particulier le créole français, parlé par 15 millions de personnes dans le monde, et aussi des enjeux de coopération. Huguette Bello, que nous avons auditionné pour le rapport, nous a par exemple fait un vibrant plaidoyer pour faire de la Réunion un moteur des coopérations régionales dans l'océan Indien. C'est pourquoi je propose aussi, à titre personnel, que dans le cadre du futur accord sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, la France s'engage à soutenir le rehaussement de son statut de membre associé, qu'elle est depuis 2016, à membre de plein droit de la francophonie. Car quel que soit l'avenir politique de l'archipel, il faudra maintenir les liens avec l'espace francophone, liens culturels mais aussi diplomatiques. Je rappelle que c'est un élu kanak du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui présidait encore l'an passé le réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est justement la langue commune, cette francophonie partagée qui nous permet de nous dire franchement les choses dans le respect des identités. Et c'était par exemple le cas lors de la commémoration des massacres de Tiaroy à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister en tant que co-rapporteur de la mission. C'était un moment de réconciliation, un premier pas dans la reconnaissance par la France de ce pan de l'histoire et une transformation de la relation pour qu'elle soit plus égalitaire, plus pérenne et qu'elle regarde en face les sujets qui fâchent. Car le deuxième grand défi pour l'avenir de la francophonie, c'est son aspect politique. Nous montrons clairement dans le rapport que cela a été une grande ambition de l'OIF dans les années 90 et 2000 sous l'égide de Boutros Ghali et d'Abdou Diouf, mais il y a eu d'énormes reculs depuis. Le sommet de Villers-Cotterêts a malheureusement illustré le fait que les francophones n'arrivent pas à peser ensemble. Certains membres ont émis des réserves au paragraphe de la déclaration finale concernant Gaza, alors qu'en 2002 à Beyrouth, les francophones étaient unanimes pour condamner la guerre en Irak. Surtout, l'OIF n'est plus capable d'être un médiateur de conflits entre francophones et l'institution traverse une crise particulièrement grave avec la perception d'un deux poids deux mesures selon qu'un régime peut être
être considérée comme plus ou moins favorable à Paris. La crédibilité de l'OIF pour agir en faveur de la paix est aussi minée par le silence sur le conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo, le plus grand pays de l'espace francophone, par l'actuel secrétaire général Louise Mushikiwabo, qui a été l'ancienne ministre des Affaires étrangères au Rwanda. Je sais que la diplomatie parlementaire francophone s'active avec des missions de bons offices de l'APF notamment, et encore très récemment, chère Amélia, mais nous ne sommes encore loin du but. L'avenir de la francophonie se joue sur ces sujets, et nous aurons besoin, comme prochain secrétaire général de la francophonie, d'une personnalité incontestable, qui se concentrera sur les missions les plus politiques et qui sera doté des moyens nécessaires. Mais la seule invocation de la démocratie et des droits de l'homme selon la doctrine qui prévalait dans les années 90 ne suffit plus. Nous avons eu trop tendance à nous transformer en demi-faucons, demi-colombes des valeurs universelles, alors que les peuples du Sud n'en voyaient pas le résultat favorable. Nous devons prendre des grandes mesures fortes qui montrent en quoi le projet francophone est utile pour répondre aux besoins concrets des jeunesses qui apprennent le français, se former, travailler, se déplacer dans l'espace francophone, depuis le Bénin vers le Maroc, depuis le Cameroun vers le Québec ou la France, pour étudier, entreprendre et créer. C'est pourquoi il faut absolument faciliter les mobilités francophones nord-sud et sud-sud et engager ensemble le chantier d'un visa francophone. Oui, un vrai chantier réalisé avec les autres, comme un Erasmus de la francophonie, qu'on pourrait appeler le Sangor de la francophonie, et qui peut être le support des coopérations francophones de demain, et non un énième plan Bienvenue en France dont le nom cache une tentative bien vaine d'attirer surtout des étudiants anglophones du mirage de la supposée stratégie indo-pacifique. Pour trouver leur place dans un monde anti-impérial et décolonial, les institutions de la francophonie doivent aussi pouvoir faire entendre une voix originale qui rassemble des pays du Nord et du Sud afin de plaider ensemble pour la paix et un ordre international plus juste. C'est bel et bien ce qu'attendent nos partenaires, comme me l'ont dit tous les ministres et parlementaires sénégalais que j'ai pu rencontrer. La langue doit être le support d'une grande coopération internationale tournée vers les défis de demain et vers la production de biens en commun. L'effacement de la dette des pays du Sud, le combat commun en faveur des forêts. Et il faut coaliser les francophones sur un petit nombre de grands projets. J'en citerai 2 exemples et on terminerai là. Avec le Québec, nous pouvons coordonner entre États des politiques contraignantes pour garantir la place de la langue française dans l'espace public, dans les sciences et pour favoriser la découvrabilité des contenus numériques en français face à l'impérialisme des plateformes anglophones type Netflix ou autres. Au Sénégal, nous pouvons, avec nos partenaires, avancer vers une francophonie de l'intelligence artificielle et de la mer, car la francophonie est bel et bien un objet politique, et il nous revient de retrouver la volonté de ses fondateurs, dont Thomas Sankara disait à ses camarades qu'il fallait utiliser le français conformément à leur internationalisme militant, c'est-à-dire comme outil de l'unité entre les peuples. Merci. Merci beaucoup. Merci de rappeler un certain nombre de fondamentaux sur la francophonie politique, sur la réflexion nécessaire pour repenser la doctrine de la francophonie, pour être attractive notamment auprès des jeunes populations, car je ne pense pas que mécaniquement, parce qu'on est dans un espace francophone, on devienne francophone. Donc ces questions-là sont posées. On attend vos propositions également. Elles sont nombreuses dans votre rapport. Et je laisse la parole à présent à Madame Amélia Lacrafi. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Avec mon co-rapporteur, nous partageons l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel. Les pistes d'avenir et la vision d'une francophonie ambitieuse, mais je veux souligner un point. Sans une réforme profonde de nos institutions, nos ambitions resteront vaines. Réformer l'OIF est un chantier délicat à mener sans brutalité, car ses équilibres sont fragiles. Le rapport le montre, l'OIF est le fruit d'une longue construction. Niamey, 1970, Chaillot, 91, Cotonou, 95, 97, 2005, et on a ajouté des conférences ministérielles, le Conseil permanent de la francophonie, le poste de secrétaire général, et ensuite Hanoï et Antananarivo à Madagascar. Nous avons adopté et révisé la charte en intégrant la Confémen et la Conféges, qui sont les confédérations des ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, qui ont été créés un petit peu avant, mais aussi l'ajout de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Depuis Djerba, en Tunisie, en 2022, un cadre stratégique 2023-2030 doit guider tous les acteurs. Pourtant, des chevauchements nuisent à l'efficacité. Exemple, l'IFADEM, qui est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, gérée par l'OIF. Elle est très efficace, mais gagnerait à être portée par l'AUF et son réseau de plus de 1000 universités, bien au-delà de la seule francophonie institutionnelle, parce que je rappelle qu'à l'AUF, il y a des universités américaines, chinoises ou algériennes. Certains programmes sont utiles avec un impact terrain très important, comme la francophonie avec elle, pour l'autonomisation des femmes, mais avec moins d'1 million d'euros par an, le programme reste limité. Au total, l'OIF consacre 25 millions d'euros par an à la coopération, mais cela mobilise beaucoup de ressources internes. Nous saluons la modernisation menée par la secrétaire générale Louise Mushikiwabo depuis 2019, mais maintenant nous pensons qu'il est temps de clarifier le rôle.
Chaque acteur doit agir à sa juste place et à la bonne échelle. Nous proposons de structurer de grands pôles. Éducation en français, piloté par l'IFEF, qui est l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation basé à Dakar, capable de lever des financements majeurs auprès des bailleurs internationaux. Un autre pôle enseignement supérieur à la recherche qui serait piloté par l'AUF, intégrant l'université Sangor, qu'on aimerait rebaptiser Académie Sangor, mais ça on en reparlera peut-être plus ensuite. Francophonie économique, donc coordonner réseau et opportunités, parce que 16% de la richesse mondiale et 20% du commerce méritent mieux. Ces pôles doivent collaborer. Un projet économique doit aussi offrir des formations, favoriser l'emploi et connecter les jeunes au réseau francophone. Pour cela, la secrétaire générale ou le secrétaire général doit être épaulé par un conseiller puissant, garant de la cohérence et du dialogue. Les collectivités locales, la société civile et les diasporas doivent aussi y trouver leur place. Et à cet égard, je tiens à rendre un hommage appuyé à Alain Bayet, qui nous a quittés il y a quelques jours, un artisan passionné de la francophonie des territoires. Il était secrétaire permanent de l'AIMF. La diplomatie parlementaire doit redevenir une force. Je m'y engage comme délégué général de l'APF pour en faire une vraie organisation parlementaire internationale proche du modèle de l'UIP, Union interparlementaire. La section française doit être resserrée et mieux coordonnée avec nos commissions parlementaires, et pour cela, je suis sûre qu'on peut compter sur notre présidente déléguée ici présente, Dieynaba Diop. Au fond, pour une francophonie forte, la France doit tenir son rang. Or, nous avons vu trop d'écart entre les promesses et la réalité. Villers-Cotterêts devait relancer des partenariats ambitieux. 18 mois plus tard, annulation budgétaire et coupe sévère. L'AUF perd 72% de sa dotation et le PIMF, cette promesse de mobilité douce francophone, est menacée. Nous appelons le gouvernement à corriger le tir. Bien sûr, diversifier les financements est indispensable. Entreprises, fonds d'action, grand public, mais pas question pour la France de se retirer si brutalement. Ce serait briser l'élan et envoyer un signal désastreux. Au contraire, engageons-nous, soyons fiers d'être un pilier de la francophonie et offrons à notre jeunesse toutes les opportunités qu'elle recèle. Renforçons notre représentation, affichons la francophonie au cœur de notre ministère des Affaires étrangères, confions toujours ce portefeuille à un ministre dédié, et s'il pouvait être un peu stable, ça serait intéressant, parce que 2 ans et demi de rapport, 3 ministres différents. Enfin, faisons évoluer notre regard. Au Québec, au Congo ou ailleurs, on attend de la France qu'elle s'implique plus, pas moins. Ne gâchons pas cette chance unique, restons à la hauteur pour une francophonie forte, lisible, attractive. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour ces 2 exposés liminaires qui donnent et les grands enjeux et également un certain nombre de propositions, de début de propositions, mais dans votre rapport en figure un certain nombre qu'on pourra discuter, débattre en fonction des interrogations. Mais il est vrai que rapport après rapport, ceci ne fait pas exception, les grands enjeux sont analysés, les perspectives sont posées, et derrière, au-delà des discours, c'est la volonté politique et maintenant budgétaire qui est discutée. Alors, pour les différents groupes, pour commencer les hostilités, bien sûr, entre guillemets, façon de parler, mais en tout cas pour enrichir la discussion, je donne la parole pour les socialistes et apparentés à Madame Dieynaba Diop. Ensuite, nous entendrons Michel Herbillon et Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos 2 rapporteurs, chers Aurélien et chère Amélia. D'abord, je tiens à saluer la qualité de ce rapport d'information sur l'avenir de la francophonie. Ce travail traduit une volonté sincère de faire avancer la francophonie comme un espace vivant, pluriel et porteur d'avenir. Nous avons ici des propositions concrètes et surtout une vision ambitieuse pour la francophonie, et je vous en remercie. Ce rapport nous rappelle d'abord une évidence que l'on oublie trop souvent. La francophonie n'est pas un héritage figé, mais une construction vivante, diverse et profondément ancrée dans les réalités du XXIe siècle. Elle ne se résume ni à la France, ni à la nostalgie du passé colonial, mais elle est portée par des dynamiques multiples, souvent venues du Sud. Votre travail pointe aussi des fractures qui traversent l'espace francophone. Il souligne aussi une inquiétante réalité. Les engagements financiers de la France reculent, vous l'avez rappelé tous les 2, au même moment où le besoin de solidarité, de coopération, d'investissement dans la jeunesse n'a jamais été aussi urgent.
certains projets stratégiques sont fragilisés et ce désengagement budgétaire envoie un signal inquiétant à contretemps des discours officiels. En ma qualité de présidente de la section France de l'APF, je suis d'autant plus inquiète puisque le président l'a rappelé, nous accueillons cette année la 50e plénière de l'Assemblée parlementaire francophone et en parallèle, nous avons des coupes drastiques qui vont totalement à l'inverse de ce que nous disons par ailleurs. La francophonie, elle n'a de sens que si elle s'ancre dans une démarche de co-construction, de respect et de réciprocité. Le français ne peut pas être l'outil d'influence s'il n'est d'abord un outil d'émancipation. C'est un levier pour penser, créer, rêver ensemble et promouvoir des valeurs au service de la paix. Nous l'avons vu d'ailleurs lors de notre déplacement à Tcharoy avec Aurélien, nous avons assisté aux différentes commémorations et je l'observe aussi chaque jour dans mes fonctions de présidente de la section. Aussi, je souhaiterais vous interroger sur la question de l'enseignement du français à l'étranger. Plusieurs pays sont en train de renforcer l'enseignement du français, je pense notamment au Vietnam. Mais comment peut-on, selon vous, s'assurer que cette éducation soit perçue comme un atout et non comme une survivance coloniale? Merci. Merci beaucoup. L'un et l'autre. Amélia. Je vous donne le micro, c'est bon. Merci, chers collègues. Point très important. En effet, ça doit être un atout et pas une nostalgie du passé colonial. Et d'abord, la langue française doit être choisie de manière absolument libre, donc choisie librement et pas imposée, et doit être utile concrètement. Il faut qu'elle serve à quelque chose. Et ça veut dire concrètement d'abord qu'elle doit servir aux jeunes à apprendre le français pour ouvrir des opportunités d'emploi, d'échange, de mobilité. Et c'est le cas au Vietnam, au Maroc et dans d'autres pays. Le français doit être un tremplin et pas une barrière, et il peut l'être malheureusement. Ensuite, quand on parle des valeurs, ce n'est pas que parler de paix, de démocratie, même si c'est très important, mais une des valeurs que j'aime bien rappeler, c'est le plurilinguisme. Et c'est vrai que beaucoup d'études disent qu'il est important et crucial et plus efficace d'accéder à la connaissance avec sa langue maternelle. Donc de pousser ce plurilinguisme, de favoriser l'apprentissage, l'accès à la connaissance par la langue maternelle et de pousser à la langue française en langue internationale. Donc oui, faciliter, connecter, c'est un facteur d'anticipation et on doit le pousser. Oui, merci pour ta question, cher collègue, cher Dianaba. Effectivement, ce qu'il faut bien rappeler, je pense, c'est qu'on dit on est aujourd'hui 350 millions de locuteurs francophones à travers le monde et on pourrait doubler en gros d'ici 30 ans. Mais ce ne sera pas juste parce que la démographie ira dans ce sens que ça va aller automatiquement vers un nombre de locuteurs plus important. Il faut absolument qu'on prenne conscience que l'investissement dans les systèmes éducatifs, notamment sur le continent africain, où les élèves augmentent, mais pas forcément les classes et les profs, ça va être un des gros points pour qu'on arrive à aller plus loin. Et ensuite, pour que ce ne soit pas perçu comme une langue coloniale, il y a notamment le fait de pouvoir apprendre ces langues avec d'autres langues vernaculaires, nationales. C'est le sens du programme Élan qu'on a vu avec Amélia à l'OIF, qui est à mon avis un des programmes les plus intéressants. Mais là aussi, ça suppose des moyens et l'aide publique au développement peut accompagner ça. Au Maroc, c'est un prêt de l'AFD de 130 millions d'euros qui permet de favoriser la formation des professeurs de français et en français. Merci beaucoup. Et sur la question du plurilinguisme, c'est un rapport d'Amin Malouf, justement là-dessus, qui insiste beaucoup sur cette question-là. Et en France, pour commencer en tout cas, le trilinguisme. Je donne la parole à présent, comme promis, à M. Michel Herbillon pour la droite républicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais d'abord remercier nos deux rapporteurs, cher Aurélien Taché et cher Amélia Lacrafi, pour votre rapport, pour votre engagement au service de la francophonie et pour les propositions très concrètes que vous faites. J'en profite aussi pour saluer l'engagement du président Fuchs sur la francophonie et cet engagement de longue date. Mais alors que nous attendions la diffusion de ce rapport sur la francophonie depuis très longtemps, voilà que notre débat de ce matin est heurté par les propos outranciers de M. Jean-Luc Mélenchon relayés par vous-même, monsieur le rapporteur, cher Aurélien Taché. Cela est bien dommage, car je pense que le sujet de la francophonie est bien trop important et mérite mieux que de faire l'objet d'une telle caricature. L'urgence pour la francophonie, pour messieurs Mélenchon, Taché et la France insoumise, c'est trouver un autre mot pour la qualifier, ne plus évoquer la langue française, mais lui substituer l'expression langue créole commune.
Bien sûr, le français est partagé dans le monde entier et est la langue officielle de 29 pays. Avec l'ensemble des locuteurs du monde entier, nous la chérissons. Et ce sont des étrangers dans de nombreux pays du monde qui nous le disent. C'est la plus belle langue du monde. Et chacun sait l'écho dont son harmonieuse mélodie en fait une langue singulière dans le concert des langues. Mais voilà, pour Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes, la langue est un objet politique. Il était donc indispensable et urgent d'en faire une polémique, et surtout, disons-le, un petit peu de politique. Personne n'est dupe de cette volonté perpétuelle de déconstruction de nos fiertés nationales, et je crois profondément que cette attitude ne sert ni la francophonie, ni la France, bien au contraire. Je voulais vous remercier d'avoir abordé la question essentielle de la domination de l'anglais dans les institutions européennes et du recul progressif du français, pourtant langue fondatrice de l'Union européenne. C'est pas nouveau, j'ai été l'auteur d'un rapport pour la Commission des affaires européennes que j'avais appelé « L'Europe en VO » il y a de nombreuses années. Ce recul est loin d'être symbolique, il se traduit concrètement par des réunions conduites sans interprétation, des documents internes rédigés quasi exclusivement en anglais ou encore des programmes d'ampleur qui portent systématiquement des noms anglais comme Next Generation UE, ReArm, SAFE et j'en passe. Face à ce constat, je salue les propositions ambitieuses formulées dans votre rapport qui visent à inverser la tendance. Dans le cadre de votre travail, vous avez rencontré des représentants de la Commission européenne à ce sujet. Pourriez-vous nous dire quel est leur avis à ce sujet? Ont-ils pleinement conscience de l'ampleur du déséquilibre linguistique actuel ou bien observe-t-on une acceptation silencieuse d'un système désormais entièrement tourné vers l'anglais au détriment de toutes les langues officielles? Merci beaucoup, monsieur le député. Qui est-ce qui veut répondre? Peut-être, oui, Aurélien Taché. Monsieur le Président. Bon, chers collègues, merci pour votre intervention et la lecture de notre rapport. Vous évoquez un autre sujet, une réunion qui n'a pas grand-chose à voir avec celle ce matin, mais je vais vous donner mon point de vue quand même. Oui, mais ce n'était pas à la Commission des Affaires étrangères, mais c'est autre chose. Je vais vous répondre, évidemment. Non, mais je vais vous répondre, chers collègues, je vais vous répondre. Effectivement, moi, je pense que quand on a 80% des locuteurs d'une langue qui aujourd'hui sont sur le continent africain, par exemple, et qui sont répartis sur les 5 continents, ça doit susciter une réflexion chez nous sur, finalement, comment cette langue, cet outil qu'on a en partage, comment faire pour qu'elle ne soit plus simplement perçue comme ce qui a été son origine historique, et on en est très fiers, et comme amoureux de la langue française, j'en suis très fier, à savoir la langue hexagonale, mais une langue qui évolue dans des contextes nationaux très différents, qui s'hybrident avec d'autres langues, avec l'arabe, avec le wolof, et finalement, ça, on l'a vu aussi dans beaucoup de ces pays, la manière dont vous parlez le français, la manière dont finalement vous l'hybridez ou non avec vos langues locales, peut être quelque chose qui est perçu comme une forme de relégation ou d'exclusion. Si vous ne parlez pas exactement dans la langue de Molière, on vous explique que finalement, cette langue commune, et moi je revendique ce nom, elle vous appartient un peu moins qu'aux autres. Et ça, je ne trouve pas que ce soit souhaitable. Donc ouvrir le nom sur le débat sur cette langue, moi je le trouve très stimulant comme débat. Je ne vois pas de polémique. Il faut vraiment avoir l'esprit étroit. Il faut au contraire voir ça comme une invitation à réfléchir sur l'avenir de notre belle langue qui va effectivement certainement concerner 700 millions de personnes. Oui, bon, mon cher Michel, je te répondais très poliment. Voilà. Et puis je laisserai peut-être ma collègue répondre sur les aspects anglais et institutions, mais je partage ce qui a été dit. Merci, chers collègues. Je partage la pensée de mon collègue Guerbillon et je pense que c'est peut-être un nouveau néocolonialisme de vouloir, de manière unilatérale, changer le nom de cette langue. On est 350 millions, elle ne nous appartient pas et c'est étrange de leur dire l'appeler langue créole et pourquoi pas langue basque ou langue corse. Bon, après, chacun le voit comme il veut et on peut lancer un chantier là-dessus. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait, que ce soit l'urgence absolue de changer son nom. Ensuite, sur le niveau de langue, moi, je vous invite tous à aller à la Cité internationale de la langue française, qui est exceptionnelle. Et là, on apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, qu'il y a plus de 700 mots de l'italien qui sont dans la langue française, près de 800 mots de l'arabe, wolof et autres, de l'anglais aussi, évidemment. Donc, des centaines et des centaines de mots viennent de langues étrangères, même du russe, et c'est une langue vivante, une langue riche, et on peut en être fier. Ensuite, il n'y a pas que la langue française soutenue, et encore une fois, à cette Cité internationale de Villers-Cotterêts, on vous explique aussi qu'il y a plusieurs registres, notamment 3, et la langue
française soutenue est un des registres. Donc il ne faut pas qu'on reste bloqué en se disant si on ne parle pas très correctement le français, il faut comparer notre langue. Donc là-dessus, non. Ensuite, comment ? Donc, pardon. Mais il y a 3 registres et les 3 registres existent et il faut les respecter. Prenez le micro parce que c'est pas Et quand on parlait aussi de la chanteuse Aya Nakamura que beaucoup ont tristement harcelé, son français est un français aussi. Il faut le respecter. Ensuite, dans nos organisations internationales, oui, en fait, beaucoup le déplorent, mais je crois que nous le déplorons encore plus parce que la représentation française s'en accommode. Et c'est un vrai problème, alors qu'à Bruxelles, je crois que leur budget le plus important est le budget de la traduction. Donc, utilisez le français et utilisez vos traducteurs. Il est hors de question de passer en anglais, surtout que l'Angleterre n'est plus là. Donc, j'ai été assez triste pendant ces 2 jours à Bruxelles de remarquer que nos fonctionnaires se contentent et s'accommodent très bien de parler l'anglais et que tout le monde dit ça va plus vite. Ben non, en fait, je ne suis pas d'accord. Merci Michel Herbillon. Non, juste un mot, je remercie nos 2 rapporteurs de la réponse. Je ne veux pas qu'il y ait de caricature. Moi, je reconnais, et je trouve que c'est un atout très positif, que la langue française est faite d'apports de l'italien, de l'arabe, de mots anglais, allemands, etc. Et c'est sa richesse. Mais pour autant, passer comme message à l'ensemble des locuteurs français, à nos amis québécois par exemple qui se battent pour le français, que désormais ça va s'appeler non plus la langue française mais la langue créole commune, je trouve que c'est une erreur. Je pense que c'est pour l'objet d'attirer la lumière sur une polémique, comme on en a l'habitude de la part des auteurs de ce type de choses, et je trouve ça regrettable, c'est tout, parce que ça ne sert ni la francophonie, ni notre pays. Merci. La parole à présent pour les démocrates à Monsieur Frédéric Petit. Merci Monsieur le Président. Donc j'espère que mon intervention ne sera pas d'un esprit étroit ni de créer une polémique, puisque c'est pas ce qu'on cherche à faire apparemment. Je remercie de ce rapport qui est très intéressant, je crois, et Monsieur le Président de la Commission, je vous remercie aussi parce que, même si c'est pas vous qui l'avez lancé, mais parce qu'il est dual, il est fait de deux avis. Et c'est assez intéressant dans notre Parlement qui, parfois, par rapport à d'autres parlements nationaux, l'a oublié, de voir qu'on peut avoir une expression parlementaire plurielle. Voilà, quand on n'est pas d'accord et que c'est important de l'exprimer. Je voudrais faire 3 points et une question. Le premier point, c'est que je crois quand même que ce rapport, et en particulier dans l'analyse du rapporteur Taché, vous gardez une ambiguïté qui me gêne. Voilà, je ne sais pas qui est nous quand vous dites nous. Je ne sais pas si vous dites « nous, francophonie » ou « nous, français ». Et ça me gêne parce que je reprends tout à fait la phrase que vient de dire notre collègue Lacrafi. Parfois, à vouloir aller au bout des polémiques, eh bien, je suis désolé, je l'ai déjà dit dans d'autres domaines, on reconstruit un nouveau colonialisme. Voilà, on reconstruit un nouveau colonialisme. Décider que nous, Français, nous savons mieux comment il faut appeler la langue et qu'on va l'imposer aux autres, eh bien, c'est une tradition qui n'est plus la tradition. Nous ne sommes plus un empire, nous ne décidons pas, il n'y a plus le Ruski Mir ici, il n'y a pas le... Voilà, nous ne sommes plus ça, et nous devons en sortir, et parfois c'est ceux qui appellent à en sortir qui n'en sortent pas. Voilà. Deuxième remarque, je voudrais rappeler, vous avez parlé de TV5 Monde, on aurait pu citer la Fédération des professeurs de français, 80 000 adhérents quand même, voilà. Très petit financement, le BIEF, Bureau international de l'édition francophone, 40 milliards de chiffre d'affaires, produits simplement par la francophonie. Je vais venir sur le problème du financement. Je crois que cette ambiguïté qu'on maintient parfois nous gêne. Et je vais prendre un exemple très précis. Vous savez, chers collègues, que je suis rapporteur de la diplomatie d'influence et que c'est quelque chose qui me touche. Oui, quand on va plus vite, on va parfois moins profond. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'il faut dire aux gens. Et c'est à l'intérieur de notre administration qu'on a des contradictions qui font que c'est compliqué à financer. Dire plurilinguisme au sein de l'Agence française de l'enseignement à l'étranger, quand je suis arrivé dans cette maison, c'était de la haute trahison. On est là pour apprendre le français, monsieur le député. Point barre. Eh bien, quand on va se battre avec Bercy en disant « nous voulons de l'argent parce que nous sommes une nouvelle internationale, etc. » et qu'en même temps, on a des pratiques administratives qui font ça, eh bien, Bercy dit non. Donc je pense que le combat pour le financement, il importe qu'on travaille ici et dans cette commission à la logique. Et enfin, mon dernier point,
Ce serait une question pour Madame Lacrafi. On parle beaucoup, et je vais revenir sur ce qui m'intéresse vraiment. Nous avons des pays francophones en guerre, en particulier dans votre circonscription, chers collègues. Comment, en tant que francophone, et en particulier dans votre nouvelle mission depuis cette mandature, comment ça se passe? Comment vous arrivez à créer des espaces où les ennemis se parlent, où les opposés se parlent? Comment se passe cette fonction absolument essentielle et qu'on oublie quand on réduit et quand on ne sort pas des ambiguïtés? Comment ça se passe? Comment cette francophonie est un espace de médiation? Merci. 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 Merci, monsieur le député. Alors, Réponse à deux voix. pour suivre un tout petit peu ce débat, effectivement, personne ne va imposer le nom d'une langue à qui que ce soit. Il y a une réflexion, à mon avis, intéressante à avoir sur le fait que le français est devenu une langue monde et que donc, d'ailleurs, dans le rapport, on propose cette académie francophone de la langue commune, une langue monde qui est effectivement maintenant partagée par des centaines de millions de personnes de différents pays, et donc avoir un débat ensemble, collectif, donc il n'y a absolument aucune attitude néocoloniale là-dedans, ni une volonté d'imposer quoi que ce soit, sur finalement comment cette langue doit évoluer et sur pourquoi pas aller jusqu'à changer de nom. En fait, le débat sur le nom, c'est surtout le débat sur la question de la francophonie elle-même. On ne peut pas faire comme si, vous m'avez posé la question de l'ambiguïté, chers collègues, on ne peut pas faire comme si ce terme était lui-même ambigu. Il est hérité d'un passé colonial, c'est un fait. Et effectivement, je pense que quand on a les Anglais qui appellent Commonwealth, on a quelque chose qui fait moins écho à ce passé. Moi, le nous, il est le nous francophone. Mais je crois vraiment que se poser les questions de savoir comment, à partir de cette langue qu'on a en partage, comment on peut avoir une coopération renforcée qui est vraiment perçue comme égalitaire par tous les peuples et les pays qui partagent cet espace francophone et pas comme quelque chose qui serait uniquement un outil d'influence au service des gouvernements français. Je crois que c'est un débat qu'on doit avoir si on veut continuer à progresser pour la francophonie institutionnelle. Merci, chers collègues, pour votre question. Et pour revenir aux organismes que vous avez cités, nous les avons largement cités et auditionnés dans le rapport. Et je voudrais revenir sur le BIEF. Je suis outrée, en fait, c'est juste clair. Il a changé de nom. Désormais, il s'appelle France Livre, The French Publishing Network. Enfin, oui, mais c'était quand même un acronyme en français. Et là, ça devient France Livre, The French Publishing Network. Enfin, on pourrait mettre les deux. Et moi, je pousse pour que dès lors qu'on met une phrase en anglais, qu'on traduise en français. Et je trouve ça quand même assez aberrant de passer notre temps à défendre la francophonie et de rajouter des noms d'institutions en anglais. Concernant les pays en guerre, notamment dans ma circonscription, donc entre notamment la RDC et le Rwanda, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est un lieu d'échange. Et ce qui est intéressant, et ce que je leur rappelle souvent, c'est que l'OIF représente les États, l'APF les parlements, et quand les États, les chefs d'État ne se parlent pas, les parlementaires continuent de se parler. Et tous ces moments de rencontre, à savoir, il y en a eu plusieurs, notamment la région Afrique s'est réunie 2 fois ces 6 derniers mois, au Bénin, au Togo, au Bénin et à Brazzaville. Donc à Cotonou, à Brazzaville. Et lors des différentes commissions, on a fait se parler le président de l'Assemblée nationale de la RDC et la présidente de la Chambre des représentants du Rwanda. Les rencontres ont été vraiment extrêmement cordiales. On a même invité Al Kamere, donc président de l'Assemblée nationale congolaise, qui s'est levée une semaine après le 7 avril pour les commémorations du génocide contre les Tutsis. Donc j'ai trouvé que c'est un acte fort. Donc il y a des lieux où ils se parlent dans ce genre d'organisation. Et ensuite, on a proposé, à l'initiative du président, un des présidents, mais plusieurs l'ont proposé, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, à la 49e plénière, donc au Canada, quand nous étions en réélection à cause de la dissolution, une mission aux bons offices. Donc ce qu'on a fait au mois de mai, donc 5 députés, notamment 4 députés africains, nous nous sommes rendus à Kinshasa et à Kigali. Nous avons pu discuter avec et auditionner les dirigeants, des ministres, des ambassadeurs, des victimes, des associations, des chercheurs, enfin vraiment un nombre de gens importants. Et nous avons fait un rapport que nous allons donner au président Faure Gnassingbé, qui a été représenté par l'Union africaine qui a été nommé par l'Union africaine pour être le médiateur. Donc voilà, c'est un lieu de rencontre, d'échange et de propositions. Et une des propositions qui ont été faites lors de ce déplacement en RDC et au Rwanda, c'est de créer une commission permanente de parlementaires congolais et rwandais
à long terme pour qu'elles suivent, parce qu'il y a eu déjà des paix, il y en a eu plusieurs, mais malheureusement elles ne tiennent pas dans la durée. Donc on ne veut pas faire une commission qui s'arrête au moment où la paix est signée, parce qu'elle est censée l'être le 27 juin à Washington, mais une commission dans la longue durée pour qu'on puisse aller chercher les signaux faibles et impliquer les parlementaires des Grands Lacs. Merci beaucoup. La question que vous posez, chers collègues, est absolument centrale et la réponse, Mme Lacrafi, tout autant importante, parce que ça n'a jamais été défini, cette forme de diplomatie parlementaire. Elle n'est pas. Voilà. Donc, on a lancé dans cette commission un rapport parlementaire sur quelle pourrait être la doctrine française en matière de diplomatie parlementaire. Aujourd'hui, on marche en avançant. Dans des fonctions précédentes que j'occupais, qu'occupe actuellement Amélia Lacrafi, j'ai mis 1 an à négocier une rencontre entre les parlementaires rwandais et congolais. Et ensuite, à Québec, l'année dernière, il y a une résolution commune sur la situation qui a été signée par l'ensemble de l'APF, congolais et rwandais compris. Mais tout ça se fait par la volonté d'individus et de parlementaires. Il n'y a pas de nomenclature. Il n'y a pas, voilà. Et tout ça doit être à peu près structuré pour montrer la puissance de cette réflexion. Je trouve que l'idée de proposer que des parlementaires francophones, africains, mais francophones particulièrement, puissent être dans le processus de respect des accords de paix et de construction d'une nouvelle situation dans l'Est du Congo est absolument indispensable et très fécond. Et il y a des chances que ça fonctionne. Voilà. Mais ça mérite d'être structuré. Et je reviens aussi après sur le rôle de l'OIF qui doit aujourd'hui montrer une plus grande puissance politique, je pense, du monde francophone. Et dans cette situation-là, ce n'est pas récent, mais ça fait 30 ans que la situation existe dans l'Est du Congo et que l'OIF ne s'est pas saisi réellement de cette question-là. Donc là, on verrait la diplomatie francophone en action beaucoup plus fortement si ces principes, en tout cas, étaient restaurés comme le propose ce rapport. La parole à présent pour la gauche démocrate et républicaine à M. Jean-Paul Lecoq. Et puis nous entendrons ensuite Mme Marine Hamlet et Mme Sophia Chikirou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à mes collègues pour ce rapport. Il a mis du temps à arriver, mais il est de qualité et donc c'est pas grave d'attendre pour un rapport de cette qualité. Moi, je garde en mémoire le moment où le français était porteur de tant de valeurs. Le siècle des Lumières a fait qu'il n'y avait pas que dans les colonies où on parlait le français. J'ai souvenir de mon premier voyage en URSS, parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça, où avec fierté les Russes me montraient qu'ils parlaient le français et m'expliquaient pourquoi ils avaient appris le français. Ils avaient appris le français parce qu'ils voulaient s'offrir la littérature française, parce qu'ils voulaient s'offrir la langue du pays où la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen avait été imaginée et où ils voulaient justement être en partage avec toutes ces valeurs que représente notre langue dans notre pays. Et donc je pense que c'est important. Et quand je dis ça, je veux revenir à tout ce qui est culture. Le français, c'est pas qu'une langue diplomatique, même si c'est une des premières langues diplomatiques à l'ONU, officielle. C'est aussi une langue de transmission de la culture. On avait des centres culturels français dans bien des pays et à une époque où le Quai d'Orsay n'avait qu'un mot à la bouche, c'était faire des économies, on s'est autorisé à se séparer de centres culturels français, à considérer que peut-être ce patrimoine coûtait cher. On n'avait pas compris que ce patrimoine était ô combien utile pour diffuser les idées et diffuser les valeurs de notre pays. Même chose quand on parle de culture, l'Institut français n'est pas forcément l'établissement où l'on est généreusement à donner des moyens supplémentaires pour développer les actions culturelles dans bien des pays. Au contraire, on dit à l'Institut français, comme on dit à tout le monde, malheureusement, on ne fait pas de choix. Il faut faire des économies, etc. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête. Quand je parle de l'Institut français, je voudrais avoir une pensée pour l'Institut français de Gaza. C'était une de nos fiertés. Hein. Moi, j'ai passé du temps de cet Institut français avec des gens ultra motivés sur ce qu'était la France, sur ce que représente la France. Et ils portaient ces idées-là à Gaza et ils étaient entourés, ce qui était assez étonnant, c'était des instituts où il y avait le plus de jeunes qui étaient motivés à apprendre la langue française. Je ne crois pas qu'il reste beaucoup de vivants de ceux qui travaillaient à l'Institut français.
Et je pense qu'il faut aussi montrer les choses. Et puis enfin, ah oui, j'ai pas droit à 3 minutes et demie, moi. D'accord. Ah oui, d'accord. Okay. Mais non, mais je vous signale qu'on arrive à la fin. On est moins nombreux, on a le temps. Tout le monde s'est exprimé plus longtemps s'il le souhaite. Continuez. Continuez. Je l'ai fait à 2h30. Je l'ai fait à 2h30 pour tout le monde. Et j'ai laissé Michel Herbillon parler plus longtemps, Frédéric Petit aussi. Mais à 2h30, j'ai signalé. Continuez, il n'y a pas de souci. On n'est pas nombreux. On peut s'exprimer. Non, mais c'était intéressant. Mais prenez pas la... Chers collègues, messieurs et madame et monsieur le rapporteur. Concernant les alliances françaises et les instituts, on a 98 instituts français et je crois 830 alliances dans 135 ou 136 pays. Donc on a encore vraiment un réseau culturel très étendu et très actif. Maintenant, c'est vrai que j'ai dit aussi dans le rapport, et je l'ai dit dans mon avant-propos, que j'étais très inquiète de ces diminutions budgétaires et qu'on devait collectivement se mobiliser pour essayer de changer la tendance. Et je pense qu'on, nous tous, en fait, Commission des Affaires étrangères, peut-être travailler un peu plus avec les autres commissions, notamment Affaires culturelles, et avec les députés des Français de l'étranger qui allons très régulièrement visiter ces alliances et ces instituts. Et je pense qu'on peut essayer de peser collectivement et peut-être, dès lors qu'on puisse avancer sur ces changements institutionnels, de pouvoir aller chercher des fonds auprès notamment de la Banque mondiale, pourquoi pas, plus de financement pour accompagner nos centres culturels. Oui, on l'a vu, le rôle des instituts français, des alliances françaises est très important parce qu'il y a effectivement ceux qui ont le français, qu'ils apprennent, soit ils naissent avec, soit ils l'apprennent à l'école, mais il y a aussi tous ceux qui choisissent d'apprendre le français. Et tu l'as rappelé, cher Jean-Paul, ça a pu être le cas dans différents pays. Je ne sais plus qui appelle ça les archipels francophiles et francophones, parce que évidemment l'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, en Égypte, 3,5 millions de locuteurs francophones. C'est pas quelque chose qui vient comme ça du fait que tout le monde naît ou apprend le français à l'école en Égypte. C'est vraiment parce qu'il y a eu une volonté de beaucoup de gens en Égypte d'apprendre cette langue. Donc il faut pouvoir continuer à soutenir l'effort des instances françaises et des instituts français en matière de cours de français. Par exemple, à Saint-Louis au Sénégal, dans la mission, on a vu des choses très intéressantes parce qu'il y avait moins de gens qui poussaient à la porte de l'institut pour venir apprendre le français. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il faut qu'on s'interroge collectivement sur pourquoi, comme tu l'as dit, les valeurs que porte cette langue finalement paraissent aujourd'hui, les gens y croient peut-être un peu moins. Mais du coup, il y a eu un gros boulot de fait de l'Institut français pour voir comment toucher de nouveaux publics. Alors, c'était plus sur des sujets, les grandes entreprises qui demandaient des formations ou autres dans la région pour les salariés, mais ça marche. Donc, il faut soutenir ce réseau-là et effectivement, il faut soutenir sur le plan budgétaire. On l'a dit ce matin, ça a été rappelé par le président, ça a été rappelé par Amélia, ma co-rapporteure. Les baisses budgétaires qui frappent toutes les institutions de la francophonie et la diplomatie culturelle vont faire beaucoup de mal au projet francophone si on laisse ça en l'état. Merci beaucoup. Jean-Paul Lecoq, vous voulez prendre la parole? Très bien. Sur les baisses budgétaires, j'aurai rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères demain matin, à 8h, pour parler de ça, parce qu'on peut imaginer des baisses, mais là, elles sont brutales. Et donc, ça met en grande difficulté l'ensemble des opérateurs et le projet francophone, tel que vient de le rappeler Aurélien Taché. Donc, au nom de la Commission et des différents opérateurs qui m'ont sollicité, je vois le ministre des Affaires étrangères demain matin à 8h. Prochain intervenant pour le Rassemblement national, Madame Marine Hamelet. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais merci également à nos deux rapporteurs. Alors, le sommet de la francophonie, organisé pour la première fois depuis 3 décennies en France, à Villers-Cotterêts, devait constituer en fait un moment ambitieux pour relancer la francophonie qui traverse, vous l'avez dit dans votre rapport, une crise profonde. Alors que dans son discours aux Français à l'occasion des vœux du Nouvel An 2024, Emmanuel Macron avait fait figurer ce sommet de Villers-Cotterêts parmi les grands événements du millésime français, au même rang que les Jeux Olympiques, Paralympiques, que la réouverture de Notre-Dame de Paris, le sommet n'a pas été mentionné lors de ses vœux du Nouvel An 2025, un silence qui fait donc, selon nous, figure d'aveu d'échec. La grand-messe de la diplomatie francophone souhaitée par Emmanuel Macron n'a pas eu lieu. Plusieurs chefs d'État, pourtant habitués du sommet, l'ont cette fois-ci boudé. Il devait constituer un lieu privilégié de médiation pour rechercher un règlement de conflits régionaux, notamment celui qui oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo. C'est l'inverse, en fait, qui s'est produit.
Le président de la RDC a quitté le sommet avant sa conclusion, tandis que le Rwanda a émis des réserves sur la traditionnelle résolution des sorties de crise dans l'espace francophone. Ce sommet n'a pas été à la hauteur des attentes légitimes qu'on pouvait lui porter. C'est l'échec d'un paradigme qui, je cite vos mots, Madame la rapporteure, a changé depuis 7 ans déjà, depuis l'élection du président Emmanuel Macron. Un nouveau paradigme fait de contradictions et d'erreurs stratégiques. J'en veux pour exemple le plus frappant, la nomination à la tête de l'OIF de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Aux critiques qui ont fait suite à sa nomination, soutenue par Emmanuel Macron, vous avez indiqué que sa familiarité avec les acteurs et les enjeux de la crise qui opposent le Rwanda à la RDC constitue un atout pour que l'OIF intervienne au bon niveau à l'appui d'un processus de résolution du conflit. Force est de constater que son silence a miné la crédibilité de l'institution pour agir en faveur de la paix. Alors, ma question, quel bilan faites-vous du changement de paradigme initié par Emmanuel Macron depuis son élection ? Merci. Bon, on est dans une question qui sort un peu du cadre de la Commission des affaires étrangères, mais bon, elle a la valeur de sa question. Très rapidement sur la secrétaire générale, elle a été élue en fait par les dirigeants. Donc l'OIF représente les États. Elle a été élue. Un soutien français, mais elle n'a pas eu qu'un soutien français. Elle a eu un soutien de très nombreux pays. Il y a eu d'autres candidats. Elle a été élue. Enfin, voilà. Donc, quand on va refuser une élection, c'est-à-dire qu'on n'est pas très démocratique, mais bon, elle a été élue. Et il y a eu consensus, donc elle est là et elle est légitimement à la tête de cette organisation. Ensuite, votre question, du coup, elle n'est pas du tout dans le cadre de ce rapport, mais pourquoi pas. Le changement de paradigme depuis 2007, moi, je le défends, en fait. Donc, c'est là-dessus qu'on n'est pas forcément en accord avec mon collègue. Tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment la sortie et la fin de nos interventions militaires et la fin de nos bases militaires, ça a été décidé bien avant, donc dès 2017, et tout est dans le discours de Ouagadougou du président de la République. Donc, moins de militaires, plus de coopération muséale, artistique, scientifique, académique, entrepreneuriale. Donc, on est totalement dans la suite du discours du président de Ouagadougou de 2017. Elle n'est pas forcément bien perçue, et ça, je le regrette, parce que je pense qu'on n'a pas mis les moyens pour communiquer. Et peut-être pas mis les bons réseaux, parce que moi, c'est vrai que j'ai des ministres africains ou des présidents africains qui me disent « j'ai pas le numéro de téléphone du conseiller Afrique du président ». Là, oui, on peut mieux faire, évidemment, mais je pense que quand on est des êtres humains, personne n'est parfait, donc tout est perfectible, mais moi, je suis vraiment en accord avec ce changement de paradigme et je souhaite qu'on continue dans la lancée, parce qu'aujourd'hui, on a bien plus de doubles diplômes avec des universités, des écoles françaises et, par exemple, les universités de Douala au Cameroun, et qui peut permettre à des Camerounais d'obtenir des doubles diplômes et vraiment le même diplôme français et camerounais, donc renforcer leur employabilité et leur faire ouvrir un marché avec un meilleur salaire. Et je pense que c'est bien plus important qu'aller critiquer, parce que la critique est vraiment très facile. Et moi, ce qui m'attriste vraiment, si je peux me permettre très rapidement, c'est que le French bashing, en très bon français, se fait beaucoup par les politiciens français. Et des fois, je me dis, mais cette haine de soi, elle est clairement que française, parce que j'ai l'impression que les autres pays, aiment leur drapeau, et que les Français n'aiment pas leur pays, n'aiment pas leur drapeau. On passe le temps à dire la France, elle est mise dehors, on vous met dehors de l'Afrique. Non. Il y a 3 pays sous putsch de militaires avec qui on a rompu les liens, 3 sur 54. Une Centrafrique qui joue double jeu, mais qui nous a jamais mis dehors. On a décidé de manière unilatérale de quitter la base militaire en Centrafrique, qui a sauvé la vie d'ailleurs du président actuel. Je pense qu'il s'en rappelle, et il nous a jamais demandé de partir. On est parti de nous-mêmes. Donc, à part ces 3 pays de l'AES, on a d'excellentes relations avec les pays africains. Un pays comme le Sénégal, qui va dire des choses à sa population et il s'adresse à son opinion. Et quand on prend les dirigeants entre 4 yeux, ils vous disent l'inverse. Donc à un moment donné, si nous-mêmes, on pouvait arrêter de taper sur notre pays et parler des 50 ou 51 pays avec qui on travaille bien, et pas de l'Afrique comme si c'était un seul pays africain. Enfin, le Maroc et l'Éthiopie, c'est pas un pays. La Côte d'Ivoire et la Centrafrique, ce n'est pas un pays. Donc voilà, c'est vraiment un message que j'aime faire passer souvent.
Pour rebondir sur votre question, chers collègues, effectivement, je vais juste parler du sommet de Villers-Cotterêts et des sujets très francophones, pas du changement de paradigme d'une manière générale, parce que sinon on en a pour un moment. Mais par contre, sur le sommet de Villers-Cotterêts, oui, moi je considère aussi que ça a été assez largement un échec, alors que c'était le premier sommet qui a été réuni en France depuis Versailles, depuis le président Mitterrand. On en attendait beaucoup. Dans le discours d'ouverture du président de la République, il n'y a pas été fait mention du conflit au Congo, et donc le président Félix Tshisekedi est parti à quitter le sommet prématurément. C'est quelque chose de regrettable. Sur un certain nombre d'autres grands conflits, il n'y a pas eu de position forte. Il y a eu des choses à saluer, je pense au Liban ou à l'Arménie, mais sur d'autres questions, beaucoup moins. Et puis après, bon, moi je ne vais pas débattre sur le poids de la France dans le soutien à l'actuel secrétaire général, ou enfin au secrétaire général de la francophonie d'une manière générale. Par contre, je vais regarder les actes et le bilan depuis que Mme Mouchike Wabo a été nommée. Et il y a des choses, on le dit dans le rapport, et je m'associe on est d'accord tous les deux sur un certain nombre de réformes de l'OIF qui ont été intéressantes. Sur le plan de la politisation des institutions de la francophonie et du secrétariat général, du combat pour la paix dans l'espace francophone et notamment du sujet de la République démocratique du Congo, non, là, le compte n'y est vraiment pas du tout. Il y a eu très peu de prise de parole de la secrétaire générale. Il y a l'APF qui s'active effectivement et on salue nos collègues les plus actifs et la secrétaire générale Amélia à côté de moi en particulier. Mais sur le plan de l'OIF, non, normalement l'OIF, elle aurait dû dans cette zone être à l'initiative d'une grande opération de maintien de la paix ou alors s'inscrire dans le cadre de l'ONU pour le faire. C'était évidemment son rôle. Et là, il y a une faille extrêmement importante. Et sur le reste du sujet de ce qu'on a pu encore appeler la politique africaine, effectivement, là, on sera pas d'accord, mais ce n'était pas l'objet de notre rapport principal. Moi, je crois que si justement on avait ciblé une aide publique au développement beaucoup plus forte sur le monde francophone, plutôt que uniquement avoir une approche militaire qui a beaucoup plus traîné et qu'on n'avait pas eu un deux poids deux mesures dans le cadre des institutions francophones avec des pays qu'on estime hostiles à Paris, que sont le Niger, le Burkina ou le Mali, contrairement à ce qui a été fait par exemple pour le Tchad ou la Guinée, eh bien, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Et tout ça, il va falloir qu'on en prenne conscience si on veut continuer à défendre le projet francophone. Si je peux me permettre, on ne peut pas dire résolument que le sommet de Villers-Cotterêts est un échec. On peut mieux faire, évidemment qu'on peut mieux faire, mais on a 50 chefs d'État et 160 délégations qui sont venues et on s'est mis d'accord sur une résolution. Donc il n'est pas parfait, mais avec 50 chefs d'État, on ne peut pas dire que ce soit un échec. Vous voulez prendre la parole ? Très bien. Ok, merci. La parole à présent pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Chikirou, laissez-moi prononcer votre nom jusqu'à la fin, si vous me permettez. C'est à vous. Je suis emballée là, je suis en pleine forme. Merci Monsieur le Président, merci aux deux co-rapporteurs pour ce travail en effet très riche, très intéressant. 2 ans de travail, mais ça valait la peine parce que je pense que ce rapport peut faire référence pour les prochaines fois et les prochains travaux de notre Assemblée et ailleurs. La francophonie, la langue française, c'est 29 États donc, qui l'ont en commun. Nous, ce qu'on dit et qu'on affirme haut et fort avec Jean-Luc Mélenchon qui travaille sur ces sujets depuis très longtemps, et Aurélien Taché a su traduire tout cela dans ce rapport à travers des propositions concrètes, c'est que le français est une langue commune, que le français est le résultat d'une créolisation de la langue. Ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante qui change chaque jour, qui est enrichie sans cesse. Le français, comme disait Kateb Yassine, qui se décrivait comme colonisé, décolonisé, est un butin de guerre pour de très nombreux peuples dans le monde, et dont je suis. Et donc, je trouve que dire aujourd'hui le français, c'est une langue commune créolisée, eh bien, c'est une fierté. Et quand le sage montre la lune, que l'idiot regarde le doigt, qui pouvons-nous ? En tout cas, voilà ce que je voulais vous répondre à propos de cette langue, monsieur. Et je souhaite aussi ajouter que la copropriété de la langue française est aujourd'hui essentielle à affirmer. La proposition d'une agence internationale, d'une académie internationale de la langue française est une idée à mettre en œuvre. Et c'est tellement dommage de voir qu'aujourd'hui, la langue française, qui est un outil de souveraineté aussi pour un État, n'est pas capable de faire face à la domination de l'anglais. Dans aucune institution, je reviens de la PCE, les documents ne sont plus en français alors que le français est la langue officielle, ou alors il faut tout le temps les attendre beaucoup plus longtemps. Donc on va les réclamer, il faut se battre, nous, pour défendre cette langue française qu'on a en commun avec 28 autres États et avec plusieurs centaines de millions de personnes pour qui c'est la langue de la communication, du travail et de l'émancipation. Nous pouvons en être fiers et cette langue doit s'enrichir. Donc il faut lutter contre les anglicismes, il faut lutter contre la tendance Emmanuel Macron à vouloir mettre de l'anglais partout. Ça ne sert à rien de se comporter de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il essaye de démontrer ? Il est à la mode parce qu'il parle couramment anglais.
Mais on s'en fiche, en fait. On est très fiers de parler couramment français avec plein d'autres gens qui le parlent aussi. Et ce n'est pas un outil de domination. C'est de ça dont il faut absolument sortir. C'est pour ça que l'on dit on va construire la langue française, la co-construire, celle du futur, celle de ces jeunes générations qu'on a en face de nous. On va la co-construire avec toutes ces personnes du monde entier qui la transforment sans arrêt. Et bien voilà, c'est un projet politique. On a au moins une idée politique. On a au moins l'idée d'utiliser la langue française pour en faire quelque chose. Pas un outil de domination comme ce fut le cas dans le passé, mais un outil de partage et de solidarité. Donc c'est un outil de rapprochement des peuples, la langue française, et c'est comme ça que nous le défendons. Je vous remercie parce qu'il y a plein de propositions très intéressantes. Il y a des alertes maximales à donner, j'ai encore 30 secondes. Il y a des alertes maximales à donner. Alerte maximale quand le gouvernement annonce moins 75% de budget sur l'agence universitaire de la francophonie, premier réseau d'enseignement supérieur dans le monde. Et dans le même temps, 100 millions d'euros vont être donnés à des universitaires américains. Pourquoi? On ne sait toujours pas. Comment? On ne sait toujours pas. Nos propres universitaires français manquent d'argent, mais on va donner cet argent-là aux Américains. Donc on a un problème, c'est Emmanuel Macron et sa vision de la langue française. Battons-nous pour une vision de la langue française qui soit une langue telle qu'elle est, c'est-à-dire créolisée, en partage, en commun. Merci pour votre intervention. On l'a vu avec beaucoup d'engagement. Un point quand même, mesurer les propos que vous tenez. Vous avez mis en cause, peut-être sans le voir, notre collègue Michel Herbillon. Et dans cette enceinte, je ne souhaite pas que l'on se parle de cette... D'accord, voilà. Monsieur Herbillon. Laissez chacun... Voilà, je souhaite... On a des conversations et des échanges ici qui sont toutes respectueux. Je ne souhaite pas, volontairement ou pas, que ça puisse avoir une incidence individuellement sur l'un ou sur l'autre. Michel Herbillon a demandé la parole. Ma chère collègue Sophia Chikirou, je respecte votre point de vue, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je ne trouve absolument pas normal que dans cette enceinte, parce que vous êtes en fait, comme mon collègue Aurélien Taché, gêné par la polémique qui s'est instituée, bien entendu, et les efforts laborieux que fait Aurélien Taché en évoquant un colloque qui a eu lieu pourtant à l'Assemblée nationale, ici même, sur le sujet de la francophonie, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est le droit, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas ensuite dire que ça n'a rien à voir avec notre débat d'aujourd'hui. Ça, c'est pour Aurélien Taché, qui j'ai été un peu surpris, parce qu'on entretient des relations parfaitement cordiales, tout en débattant sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc, il m'a qualifié d'esprit étroit. D'accord, c'était très clair. Et ensuite, vous citez cette phrase extrêmement bien connue, « Quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt ». Vous le dites, madame, ma chère collègue, ne me prenez... Alors, Michel, je termine, mais vous permettez... Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Et vous terminez. Je termine, mais bien entendu, ben, voyez-vous, ma chère collègue, je ne suis pas suffisamment idiot, pour reprendre votre terme, pour ne pas avoir compris, quand vous exprimiez cela, surtout en me regardant, et en plus en joignant le geste à la parole, que ce n'est pas moi que vous visiez. Et ce n'est pas normal, parce que quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt, tout le monde connaît cette citation. Je suis le seul ici à avoir parlé de la polémique engagée par Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes dont vous faites partie, et c'est moi que ça visait. Alors je vous demande très clairement que vous retiriez ces propos, que vous vous excusiez par rapport à cette citation qui me visait nommément. Et je ne trouve pas normal, parce que je respecte votre point de vue. Merci. Je respecte. Nous n'avons pas forcément les mêmes avis. Sur certains sujets, on peut avoir des avis communs. Il est arrivé qu'on ait des discussions, mais je ne suis pas d'accord. Et Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait partie de cette commission pendant 5 ans, et dont je faisais partie, n'a jamais fait des attaques personnelles vis-à-vis de ses collègues, contrairement à vous. Merci. Et à M. Taché. Merci. Bon. Prenez le micro. Prenez le micro. Voilà, vous pouvez l'avoir à présent. C'est une invention, tout le monde était
Non, je ne vais pas S'il vous plaît. m'excuser. Voilà. Je ne vais pas vous présenter d'excuses parce que c'est une expression de la langue française, tiens, et de culture française qui ne vise pas à être insultante, mais qui vise à traduire une image. C'est une idée qui est derrière cette expression, qui est une sorte de proverbe de la langue française. C'est pas du tout une insulte, donc ça ne mérite pas d'excuses. Vous avez parfaitement compris ce que je veux dire. C'est pas vous insulter, pas du tout. C'est vous dire. Jean-Luc Mélenchon, à juste titre, je le défends, je le soutiens, Aurélien Taché aussi. Jean-Luc Mélenchon dit la langue française est un bien commun qui est le résultat d'une créolisation que nous revendiquons. Nous pourrions tout à fait dire, au lieu de dire langue française, langue créole, tant elle est en commun avec 29 États et des centaines de millions de personnes. Qu'est-ce que cela a de criminel? Vous voulez agiter des polémiques franchouillardes? Non, le français c'est français. Non, arrêtez, ça va. N'en rajoutez pas. C'est bon, c'est un sketch. Vous avez démarré comme ça ce matin. On terminera autrement. Allez-y, allez sur les réseaux sociaux et amusez-vous. Mais ici, on est sérieux. Rajoutez pas. Merci. Un dernier point de Frédéric Petit et on donnera la parole ensuite à Michel Guignot. Oui, merci Monsieur le Président. Et je vous remercie Monsieur le Président de permettre, puisqu'on n'est pas nombreux, de rebondir. Je ne vais pas rentrer dans savoir si je suis idiot ou franchouillard. Je voudrais prendre une remarque parce que ça précise ce que je disais tout à l'heure. L'ambiguïté est toujours là et je pense que cette ambiguïté, chers collègues, nous empêchera, y compris Monsieur le Président avec le ministre demain, nous empêchera de bien revendiquer ce que nous voulons financer. Cette ambiguïté vient d'être affirmée ici. On nous a dit le français est un outil de souveraineté et le français doit être partagé. Il y a un moment, et chaque fois on dit, je rappelle quand même que les coupes budgétaires dont on parle sont les coupes dans la partie française. Ce n'est pas 70% du financement de l'AUF, et bien sûr, parce que l'AUF est financée par et 54 pays et pas 29. Voilà, je voudrais pointer encore une fois cette ambiguïté qui va nous empêcher de faire notre travail correctement. Merci, Madame Lacrafi. Merci, cher collègue. Je précise que l'AUF, malheureusement, 80% de son budget vient de la France, donc elle est mise en péril avec une baisse de 72% des crédits. En fait, peut-être que... Comment ? Pas seul, évidemment, bien sûr. Donc, en fait, à part les filles, on est tous des idiots. Merci, chère Sophia. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dire que le français est une langue créole, c'est une confusion historique et linguistique. Le français est une langue romane, héritée du latin, comme l'italien ou l'espagnol, d'ailleurs. Et ce n'est pas une langue née d'un choc colonial, mais d'une évolution continue de plus de 1000 ans. Donc on peut célébrer les métissages, mais on n'est pas obligé de réécrire l'histoire. Oui, alors, cher collègue Michel, je n'ai pas dit tout à l'heure que... j'ai dit tout à l'heure que le débat qu'on avait ce matin, qui devait porter sur le rapport, n'était pas le même que celui qu'on a pu avoir dans un cadre d'un colloque, où d'ailleurs on aurait été ravis que tu viennes exprimer ta position, mais ça n'avait rien à voir avec ce matin. C'était pas la même chose, c'est tout ce que j'ai dit. Tu as abordé la question... Donc j'ai répondu, ça nourrit les débats, c'est passionnant. Je ne suis pas du tout, alors vraiment pas du tout mal à l'aise avec l'expression qu'a employée Jean-Luc Mélenchon. Je considère effectivement que la langue française a pu être perçue, et elle l'est encore d'ailleurs. On a des écrivains au Sénégal ou ailleurs qui, pour l'instant, arrêtent d'écrire en français, se mettent à écrire en wolof ou autre, parce que justement c'est encore perçu comme une langue de domination ou une langue coloniale. Et cette proposition de l'Académie francophone de la langue commune, qui vise donc à co-construire cette langue, et qui pourrait être le lieu où d'ailleurs on réfléchirait à son avenir, son nom, ses hybridations, tout ce que vous voulez, va justement dans cette direction-là pour démontrer à ces écrivains qu'ils n'ont pas besoin de rompre avec le français pour affirmer une position qui est celle d'une position de fierté nationale, culturelle ou autre, parce que cette langue leur appartient autant qu'à nous. C'est ça le débat de fond. Voilà, donc je redis à quel point je m'associe parfaitement à ces travaux. Et effectivement, sur l'AUF, nous avons 75% d'amputation de budget, 100 millions d'euros pour les universitaires américains. Nous avons d'ailleurs mis dans le rapport avec Amélia Lacrafi qu'une grande partie de ces 100 millions d'euros devrait, plutôt que de financer les universitaires américains, être utilisés pour renforcer l'AUF. C'est une priorité absolue. On a un très très beau réseau d'enseignement supérieur. Il faut le soigner. Merci beaucoup. Simplement, Monsieur le Président, pardon, tu n'étais pas. Ce que je veux simplement dire, c'est que tu n'étais pas obligé de me qualifier d'esprit étroit. C'est tout ce que j'ai dit. Merci. Voilà, parce qu'on peut ne pas avoir le même point de vue, mais on n'injurie pas ou on n'insulte pas ses collègues. L'échange a eu lieu. Restons sur le rapport, parce que là, on est sur des sujets qui ne sont
de moins en moins politique étrangère. Restons sur le rapport, sur les propositions et un certain nombre de redéfinitions qu'il faut faire pour améliorer la puissance et l'influence de la francophonie. Juste avant, orateur de groupe qui s'est inscrit à l'instant pour Écologiste et Social, Dominique Voynet et Michel Guignot juste après. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je croyais que c'était fait, en fait, puisqu'on avait échangé un regard tout à l'heure. Merci. Le rapport est une somme considérable d'informations et de réflexions, mais à vous entendre tous les deux, je mesure ce que le pas de deux a pu avoir de vivant et parfois même d'explosif au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. Donc, merci pour ce travail. Je le trouve intéressant, le débat qui vient d'avoir lieu, même s'il était un peu véhément. Mais si la langue française est une langue romane, on peut admettre ensemble qu'on en constate l'évolution plus qu'on ne l'organise. C'est les usages. Et c'est la façon dont la langue est perçue, imprégnée, enrichie d'autres expériences, d'autres langues et d'autres modes de vie peut-être qui permettent effectivement cette créolisation que vous avez décrite. En tout cas, je trouve que le concept de copropriété d'une langue que nous avons vraiment en partage est très intéressant parce qu'il permettrait sans doute de rompre avec l'idée que les Français sont des donneurs de leçons arrogants, qui cherchent à imposer leurs valeurs et leur cadre de réflexion plutôt qu'à écouter ou entendre en tout cas ce que leurs interlocuteurs ont à dire. J'aurais voulu évoquer peut-être 2 sujets. Vous avez insisté évidemment fortement sur le fait que le français est devenu une langue d'Afrique avec 70% des locuteurs de la langue qui se trouvent sur ce continent. Moi, je ne peux pas m'empêcher de constater que le fossé se creuse, qui n'est pas seulement un fossé linguistique, qui est aussi un fossé social entre les locuteurs du français dans beaucoup de pays africains et les locuteurs d'autres langues. C'est-à-dire que le français semble devenir de plus en plus dans certains pays une langue des intellectuels, une langue de l'administration, dans le domaine du droit, de la diplomatie, de la justice, de la recherche universitaire. Et donc, certains éléments de votre rapport cherchent à réduire ce fossé. Je pense que c'est un enjeu important. Mais il se trouve que dans un département français comme Mayotte, par exemple, la langue maternelle, ce n'est pas le français pour beaucoup d'habitants. C'est le shimaoré, qui est une langue bantoue, une langue proche du swahili. Et donc, comment réduire ce fossé? L'enjeu n'est pas seulement théorique et du domaine de la réflexion intellectuelle sur la francophonie, mais c'est bien concret pour notre propre pays et pour un département français. La deuxième réflexion que je voulais faire, et sur laquelle j'ai envie de vous entendre, c'est qu'il me semble que le français est de moins en moins une langue de la science. Et je suis en train de faire une mission pour l'OPEX sur le CERN, par exemple. On ne peut pas dire que le français soit resté une langue vernaculaire. La langue de travail, c'est l'anglais. Puis dernier point, je fais vite, Monsieur le Président. Terminé. Juste pour vous signaler qu'il faut conclure je fais doucement. Vite. J'aurais aimé, mais le rapport est déjà très long et très dense. J'aurais aimé peut-être qu'on essaie de mettre l'accent sur les valeurs qu'on transmet avec la langue, sur l'égalité femmes-hommes, sur les droits des minorités, sur les droits des personnes handicapées. Est-ce que c'est un sujet qui vous a intéressé, sur lequel vous avez trouvé de l'écho avec vos interlocuteurs ou pas? Merci, Madame Lacrafi. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre intervention très intéressante. Et pour commencer par la fin, oui, c'est vrai qu'on a auditionné plus de 30 personnes à Paris et plus de 250 à l'étranger. Les sujets genre accès au droit, état de droit, nous ont été vraiment beaucoup cités. Et ce sont vraiment des points importants qu'on défend et que la francophonie continue de défendre. Et peut-être on a cette différenciation-là avec le Commonwealth. Pour le français, langue de l'élite et votre sujet sur Mayotte, nous, on pointe peut-être qu'il faut augmenter et restructurer la formation des formateurs en français et du français, ce qui est assez différent. Qui dit du français et en français et français langue étrangère pour pouvoir accompagner des enfants ou des gens qui accèdent à la langue française ayant une langue maternelle qui est différente. Mais absolument
d'accord avec vos propos. Et dans les valeurs francophonie, c'est vrai qu'on a un réseau, le réseau francophone pour l'égalité et le droit des femmes. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, quand on parle à des non-francophones qui n'ont pas eu le français en héritage, mais qui l'ont embrassé, les premiers sujets qui viennent, c'est la liberté d'expression. La liberté de la presse, qu'on n'a pas forcément dans de si nombreux pays que ça. Et je pense que nous devons nous battre pour le préserver. Oui, je m'associe à tout ce que vient de dire ma collègue. Effectivement, pour la question de l'apprentissage du français dans un certain nombre de pays, si je veux reparler de l'exemple du Sénégal par exemple, elle va souvent en fait avec l'arrivée à l'école. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, chers collègues, pour Mayotte, mais c'est encore plus vrai par exemple pour le Sénégal, les enfants quand ils arrivent à l'école, ils ne parlent pas du tout le français. Ils sont dans leur langue, c'est le Wolof la plupart du temps. Et donc il faut apprendre la langue en même temps qu'apprendre les cours. Donc là, évidemment, s'il n'y a pas un effort particulier qui est fait sur la façon dont ça peut être accompagné, ça peut très vite être démobilisant, ça peut très vite, et donc on a une rupture scolaire qui s'accentue. Je me souviens d'un exemple qu'on nous avait donné, où à une époque, dans les classes au Sénégal, si vous disiez un mot de Wolof, tout de suite le professeur vous reprenait, vous vous sentiez rabroué, vous étiez un peu, vous étiez dans une forme d'insécurité linguistique, pour reprendre ce que disent les linguistes, et ça crée des dégâts. Donc ça, je trouve qu'il y a des programmes très intéressants dans l'OIF pour faire attention à ça, notamment le programme Élan. On a tous les deux plaidé pour un renforcement. Et vous avez parlé aussi donc le français comme langue de la science. Effectivement, ça c'est un des gros aspects qui nous a intéressés. On a pu constater que sur les publications scientifiques, il y avait une avance de l'anglais qui était absolument incroyable. On fait pas mal de propositions dans le rapport sur cet aspect pour essayer de voir comment on peut rattraper ça. Une qu'on n'a pas évoquée ce matin, j'étais même surpris que tu l'évoques pas, Amélia, parce que je sais que tu es très attachée, c'est un classement francophone des universités qui serait alternatif au classement de Shanghai, parce que le classement de Shanghai est évidemment un classement qui repose sur, qui favorise les universités anglo-saxonnes, les valeurs anglo-saxonnes, et moi j'irais même jusqu'à dire la langue du capitalisme. Bon, ça après chacun dit comme il veut, mais en tout cas le classement francophone qu'on propose dans le rapport pourrait être une manière d'avancer sur cette francophonie scientifique auquel on croit beaucoup tous les deux. Merci. Un tout petit mot. C'est vrai qu'on a auditionné de très très nombreux chercheurs, notamment au Canada. Quand on voit à quel point, même dans les universités françaises, vous êtes récompensés quand vous publiez en anglais, moi ça m'a stupéfaite et ça m'a vraiment un peu énervée, je vous avoue. Et cette idée du coup qui est venue en échangeant beaucoup aussi avec Slim Kalbous, le recteur de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui regroupe quand même plus de 1100 universités dans le monde entier, dans 125 pays. Donc bien au-delà de la francophonie institutionnelle, c'est pas venir en concurrence, parce qu'il est hors de question de concurrencer l'anglais, ça sert à rien. C'est de venir en complément. Et donc on a imaginé un classement de Paris, parce que la première fois qu'on en a parlé, c'était à Paris, le lendemain de Villers-Cotterêts, au sommet, mais d'être complémentaire à Shanghai et aux autres, et qui se veut être un classement francophone et durable, parce qu'on a envie d'ajouter un petit segment environnement. Merci. À présent, 5 orateurs se sont inscrits. Michel Guignot et puis Guillaume Bigot. Oui, merci Monsieur le Président. Comme vous nous avez accordé quelques instants supplémentaires, pardonnez-moi. Pas encore, Monsieur le député. Merci, mais vous allez le faire. J'en suis convaincu. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, oui, quelques remarques simplement sur ce qui vient, un petit peu de tout ce qui vient d'être dit. Je reviens sur Villers-Cotterêts. Nous n'avons jamais eu la chance, les membres de la Commission des Affaires étrangères, d'être invités à aucune, comment dirais-je, visite ou réunion, comme vous venez de le dire, Mme Lacrafi. Même ceux d'ailleurs qui habitent la région et comme moi-même à 40 km de l'endroit précis, puisque je suis picard. C'est fort regrettable. Je trouve que c'est une véritable ségrégation, en tout cas pour certains membres, en tout cas, de cette commission. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, tout à l'heure, il a été dit un petit peu, je crois, un peu la langue française, survivance coloniale. Alors faudrait-il comprendre que ceux qui apprennent l'allemand, c'est une survivance de l'occupation, qui apprennent l'anglais, survivance de la guerre de 100 ans, et l'espagnol, peut-être une survivance des conquistadors. Et puis, juste, puisqu'on parle de Villers-Cotterêts, il m'est revenu en tête, au cours des discussions, une citation qui a été attribuée à François Ier, et qui définit peut-être, en tout cas pour ma part, ce que je pense, ce qu'est la langue française. On parle aux chevaux en allemand,
on parle aux femmes en italien, on parle à Dieu en espagnol et on parle aux hommes en français. Voilà, je crois que tout est dit sur cette citation. Merci. Pardonnez-moi, je vais faire vite pour le reste. Oui, parce que... non, mais je fais vite, monsieur. Il y a un cadre, monsieur. Oui, alors, c'est une minute, normalement. On va passer à deux, mais ça va aller très vite. Simplement, je voulais soulever ce qui a été écrit, page 128 et suivante, ce que vous appelez les mobilités dans l'espace francophone. Vous le soulevez de façon très juste, la francophonie de l'avenir doit faire l'objet de chantiers stratégiques qui doivent unir les francophones pour les pousser à faire de grandes choses ensemble. Et une réponse conjointe aux défis migratoires qui sont posés à la France comme aux pays francophones est une nécessité croissante. L'espace de la francophonie, autant que la langue que nous partageons, doit être un vecteur de stabilisation des relations entre les pays et non un prétexte à l'importation d'une population qui vient pour des motifs économiques. Et je vais rapidement conclure. Donc, afin de reprendre les mots du rapport, la migration doit être circulaire. C'est-à-dire que les individus qui migrent... J'ai eu la correction d'écouter tout le monde dans un plus grand silence. Terminez, parce qu'on est vraiment au-delà du format. En particulier aux étudiants qui viennent apprendre en France, le partage d'une langue commune doit permettre les échanges et l'apprentissage dans un pays doit permettre l'enrichissement de l'autre par le chemin du retour vers leur pays. Merci. Or, aujourd'hui, on constate allègrement que ce n'est pas le cas. Vous proposez de créer un visa francophone. Qu'en serait-il d'apporter une réponse commune aux défis migratoires, en particulier face aux individus allophones? Voilà. Quelques réflexions, merci. Et merci pour votre intervention, chers collègues. Bon, sur le débat sur la langue française, les coloniales, je crois que je me suis déjà suffisamment exprimé. Je ne pense pas qu'on sera d'accord. Mais par contre, sur la question des mobilités, moi, je tiens à vous dire, vous siégez au groupe du Rassemblement national, que c'est un des éléments qu'on nous a le plus rappelé sur la question de la francophonie. On ne peut pas faire comme si la circulation dans l'espace francophone n'avait aucun impact sur le fait que les gens veuillent continuer ou non à apprendre le français. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux l'apprennent aujourd'hui, par exemple, je pense au Maroc ou autre, pour partir plutôt au Canada pour partir. Et à l'inverse, le Maroc, lui, offre des bourses aux étudiants de l'Afrique subsaharienne pour que la langue française continue de se diffuser. Cette question des mobilités, elle est au cœur. Beaucoup d'entre eux nous ont dit que le refus de visa, les impossibilités de mobilité étaient quelque chose qui était des irritants très très forts et que si ça continuait comme ça, finalement, ils allaient se demander s'il valait pas mieux apprendre d'autres langues et faire autre chose, puisqu'il y a une telle crispation sur ce sujet des mobilités et des migrations en France, et le débat public français que suivent de très très près nos amis francophones sur le continent africain leur laisse malheureusement penser que ça n'est pas prêt de s'arranger. Voilà, merci. Merci. La parole à présent à Monsieur Guillaume Bigot. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, votre rapport, qui est par ailleurs de très bonne facture, me semble souffrir d'une lacune. La dimension économique de la francophonie, en effet, est quasiment inexistante. Par exemple, le terme PIB ne figure pas dans votre travail, contrairement à celui de Gaza. Situation tragique s'il en est, mais sans rapport direct avec la francophonie. Et cette absence de référence aux enjeux économiques me semble d'autant plus regrettable qu'on est dans un moment où les échanges hors OCDE, les échanges entre les BRICS, etc., montent en puissance, que l'espace francophone est particulièrement prometteur à cet égard. Il pèse déjà 16% du PIB mondial, 20% des échanges de biens et services. Voilà, j'en profite, moment de page de publicité, pour dire que notre groupe soutient la création d'ailleurs d'une agence francophone de promotion de l'industrialisation en Afrique. Mais c'est un sujet connexe. En fait, quand la francophonie sera-t-elle mobilisée, de votre point de vue, pour répondre aux attentes économiques des Africains, mais aussi des Français, plutôt que de vouloir décoloniser la langue française? Bon, si j'étais taquin, je vous dirais que la créolisation, c'est un peu de l'appropriation culturelle. Ce terme est quand même lié à une histoire, à une géographie, une culture particulière. Si j'étais taquin, je vous dirais aussi que cette histoire de décoloniser les langues, c'est vraiment le reflet d'une colonisation mentale de ce qui se passe sur les campus américains, cette idéologie décoloniale complètement made in USA. Et si j'étais taquin, je vous dirais enfin que la langue française, effectivement, est romanisée, et c'est dû bien à une expérience coloniale, puisque la Gaule a été colonisée par Rome. Mais ce n'est pas le sujet. Moi, ma question, c'est quelles mesures concrètes pour faire de la francophonie un véritable moteur de croissance? Merci. Merci, les rapporteurs. Merci beaucoup, chers collègues. Et bien non, la francophonie économique ne manque pas au rapport, et on en a très longuement discuté et auditionné un nombre inqualifiable d'entrepreneurs et d'organisations patronales francophones. Et nous proposons d'organiser un grand pôle de la francophonie économique en mettant en synergie les différents réseaux entrepreneuriaux. Il y en a
beaucoup, les rendre plus visibles, leurs enjeux, leurs opportunités économiques de l'espace francophone, qui représente, comme vous l'avez dit, 16% de la richesse mondiale, et on le cite dans le rapport, 20% du commerce mondial, et on le cite dans le rapport, 14% des réserves mondiales des ressources minières et énergétiques, et qui fait du français la 3e langue des affaires. Et ce qu'on a noté, c'est qu'on voulait capitaliser sur les multiples et les propositions des différents réseaux économiques, et on a cité l'APF, qui n'est pas l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais l'Alliance des patronats francophones, le Forum francophone des affaires, le FFA, le groupement du patronat francophone, le GPF, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, ou encore celui que j'ai créé il y a 2 ans, le Cercle des clubs d'affaires francophones à l'international. Donc nous, on demande que tous ces réseaux soient mieux organisés, qu'elles soient plus mises en cohérence, et montrer à quel point l'espace francophone est dynamique économiquement, et qu'il donne envie. Et je vous en donne l'exemple sur les pays du Golfe, les pays de ma circonscription que je connais bien. Désormais, le français est une langue vivante, obligatoire dans les écoles publiques saoudiennes et émiriennes. Pourquoi ? Parce que ces 2 pays-là, et au Qatar aussi, parce qu'ils veulent aller plus en Afrique, et aller où ? En Afrique francophone. Donc ils s'intéressent à cette langue pour pouvoir aller en Afrique francophone. Donc toute cette dynamique et tout cet écosystème de réseau francophone des affaires est à coordonner et peut-être en faire un peu plus la promotion. Merci. La parole à présent à Mme Laurence Robert Déo, et puis Jérôme Buisson, Stéphane Rambaud et Sophia Chekirou. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le rapporteur, alors ma question a déjà été en partie posée, mais quand même. Donc, à l'occasion d'un colloque organisé mercredi dernier dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur, Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos profondément choquants. Il a par exemple appelé de ses voeux à trouver un autre mot que langue française pour qualifier notre langue, sous le regard acquiescent du rapporteur. Je rappelle que l'article 2 de notre Constitution indique que la langue de la République est le français. Jean-Luc Mélenchon termine son envolée lyrique anti-française et anti-France en faisant l'apologie explicite du grand remplacement. Avec de telles personnalités politiques en son sein, la République française n'a pas besoin d'ennemis à l'extérieur, ils sont déjà nichés dans nos institutions démocratiques. Madame la rapporteure, pouvez-vous enrichir votre réponse, la réponse que vous avez faite tout à l'heure ? Comment vous placez-vous par rapport à cette vision de la francophonie qui est pleinement partagée par votre co-rapporteur ? Je vous remercie. Merci. Question, réponse. Répondre rapidement quand même, chers collègues, parce que oui, mais parce que quand même, je pense que les désaccords peuvent être exprimés de la manière la plus franche. Qualifier un collègue parlementaire d'ennemi de la République est quelque chose que je ne trouve pas acceptable. Je vous dirai rien de plus parce que vu la façon dont vous m'avez qualifié, j'ai pas envie de prolonger plus ma réponse. Merci, Madame Lacrafi. Merci, Charlotte. Je me suis exprimée effectivement tout à l'heure en disant que le français. Dire que le français est une langue créole, que c'est une confusion historique et linguistique. J'ai mis en avant que c'était une langue romane, héritée du latin, comme l'italien ou l'espagnol, que je ne suis absolument évidemment pas d'accord, qu'elle n'est pas née d'une langue véhiculaire faite à base d'anglais et de langues d'Extrême-Orient, et qu'elle appartient, encore une fois, aux langues comme aussi le portugais. Et c'est une progression lente, plus de 1000 ans, et pas brutale. Donc moi, je ne peux pas appeler ça une langue créole. Je ne suis pas une experte, je me suis renseignée, bien sûr, après avoir vu, comme vous, les minutes du colloque de mon collègue. Merci. Restons après ces réflexions sur le rapport lui-même, en tout cas le plus possible. Et je donne la parole à M. Jérôme Buisson, qui a à plusieurs reprises manifesté l'idée de s'exprimer. La parole est à vous. Non, sans plus, le débat est intéressant. Donc, je vous remercie d'abord pour ce rapport, dont les recommandations sur le développement de nos relations avec les pays francophones, tant sur le plan économique, politique qu'éducatif et culturel, sont louables. Cependant, en ce qui concerne la présentation du rapport, effectivement, je trouve qu'elle est désormais entachée de la polémique de Jean-Luc Mélenchon que vous reprenez à votre compte, et c'est bien dommage parce que finalement, et c'est pas simplement notre faute, c'est la faute évidemment de ceux qui ont lancé cette polémique, il restera peut-être que ça de ce rapport dans les médias.
J'avais 2 points de réflexion. Tout d'abord, ça a été dit, les langues, effectivement, sont des organismes vivants qui évoluent. Alors, vous parlez de créolisation de la langue, bon, ça c'est votre langage, mais il y a aussi les langues évoluent, mais les langues se séparent les unes des autres. Et s'il n'y a pas, j'allais dire, un pays phare qui infuse aussi d'une certaine façon le français qui nous appartient aussi, c'est notre langue. Évidemment, les langues se séparent de plus en plus et vous savez que dans l'histoire, les gens des fois finissent par ne plus se comprendre d'un pays à l'autre alors qu'ils avaient la même langue au début. Donc c'est pas totalement non plus idiot et stupide de penser que le français doit rester, doit décider lui-même de ses limites, et c'est ce que fait d'ailleurs l'Académie française, etc. Et les vestiges du colonialisme sont parfois aussi d'ailleurs un atout pour les pays concernés. La France, ça a été dit, a été colonisée très longtemps, et il y a certains restes du colonialisme romain qui évidemment ou arabes bien sûr, sont des atouts pour la France. Merci. Merci. Qu'est-ce qui veut répondre? On va pas débattre des bienfaits du colonialisme ensemble, ou alors il va vraiment falloir prendre beaucoup plus de temps. Non, effectivement, le français appartient à tous ceux qui le parlent, donc aussi aux Français. Mais je voulais juste vous dire une chose, c'est que sur ceux qui se battent le plus aujourd'hui pour que cette langue progresse à travers le monde, c'est ni des pays qui viennent d'Afrique, c'est ni la France. Moi, je trouve que c'est le Québec, qui est un tout petit pays et qui met par rapport à la hauteur de ses budgets, à la taille de sa population, des efforts considérables pour que la langue française continue de progresser à travers le monde. Donc vous voyez, on peut décentrer un peu le débat, et c'est pas forcément la mère patrie linguistique qui est la plus allante dans ce domaine. Ouais. Alors, si je peux me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue là-dessus. Le séjour au Canada et au Québec a fini de me convaincre de ne plus laisser personne dire qu'on était les mauvais élèves de la francophonie. Parce que la vérité, c'est que les autres pays ont 2 langues dans leur constitution, on n'en a qu'une. Donc on n'est pas inquiet qu'elles disparaissent, contrairement aux Québécois qui ont passé leur temps, et à raison, qu'ils sont une goutte de francophonie dans un océan d'anglophonie. Et je crois qu'on a dû entendre cette phrase 100 fois par jour. Et je le comprends, donc ils se battent, et pour eux, c'est existentiel. Dans notre Constitution, il y a une langue. Point. Donc on n'est pas inquiet de la perdre. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'invite vraiment le plus de collègues possible, et peut-être Jean-Luc Mélenchon aussi, à aller visiter la Cité internationale de la langue française, qui a en son sein un musée, des expos, des résidences d'artistes, des événements linguistiques, des formations et des actions pédagogiques, qui est une vitrine et qui m'a appris beaucoup de choses, notamment qu'il y avait près de 700-800 mots qui venaient de l'italien, 400 à 700 qui venaient de l'arabe, je ne sais combien qui viennent du russe, des mots qui partent avec un sens et qui reviennent avec un autre sens, des mots valises, enfin, c'est vraiment hyper instructif. Donc allons-y gaiement, communiquons sur cette cité internationale. Et la France donc n'est pas un mauvais élève d'une part, et de deux, elle est quand même celle qui finance le plus. Quand même, il faut le rappeler, l'AUF, c'est 1100 universités dans 135 pays, c'est 80% du budget français. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est aussi la France, le ministère des Affaires étrangères et l'Assemblée générale et le Sénat quand même qui donnent la plus grosse partie, et comme ça pour la plupart des institutions. Donc nous finançons le plus. Merci. Juste avant de donner la parole à M. Stéphane Rambaud, désamorcer une crise potentielle avec nos amis canadiens. Le Québec n'est pas encore un pays, même si, comme l'a dit un peu rapidement peut-être Aurélien Taché, c'est une province, parmi les 10 provinces, même si elle a plus d'autonomie que d'autres, identité différente, ce n'est pas encore un pays, ne provoquons pas, là, on avait assez de polémiques ce matin, nos amis canadiens. Exactement. La parole est à Stéphane Rambaud. Merci, Monsieur le Président. Le rapport qui est présenté met en lumière une réalité préoccupante. La francophonie n'est plus perçue comme un enjeu géostratégique de premier plan pour la France, ni comme le levier économique qu'elle pourrait être pourtant. Et cela n'a rien d'étonnant. Depuis des années, les gouvernements successifs ont sacrifié notre influence en validant des choix contraires aux intérêts de la nation, comme le soutien apporté à la candidature d'une ministre rwandaise à la tête de l'OIF, alors même que le Rwanda a abandonné la langue française pour adopter l'anglais.
Pourtant, la francophonie pourrait redevenir un outil puissant de co-développement, notamment en Afrique de l'Ouest, si elle était portée par une vision politique ambitieuse, cohérente et assumée. Ma question est donc la suivante. Êtes-vous prêt à soutenir, comme le propose Marine Le Pen, la mise en œuvre d'une véritable union francophone fondée sur un partenariat équilibré, l'accès prioritaire aux universités françaises pour les étudiants des pays francophones, à condition de leur retour dans leur pays d'origine, et enfin la création d'une agence francophone de l'industrialisation tournée vers les besoins des peuples et non soumise aux logiques d'une technocratie mondialisée. Merci. Question très précise. Qui est-ce qui souhaite répondre? Rapidement, d'abord, pour dire que sur l'aspect politique de la francophonie, moi, je peux au moins avoir un diagnostic commun avec vous. On fait beaucoup de propositions dans le rapport là-dessus, en disant, voilà, Amélia a décrit certaines réorganisations de pôles. Notre idée, c'est que ces grands pôles, francophonie d'éducation, francophonie scientifique, francophonie économique, permettent au secrétariat général de revenir sur des aspects plus politiques. Mais pour ça, il faut des moyens aussi, pas que français, de l'OIF d'une manière générale. Et sur ces missions-là, il y en a de moins en moins. Sur le projet d'union francophone que vous défendez, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc je ne vais pas me prononcer. Juste sur la question de la mobilité étudiante pour les étudiants francophones, nous avons effectivement dans le rapport la proposition d'un programme Sangor de la francophonie, l'équivalent d'un Erasmus de la francophonie, qui permettrait des mobilités étudiantes privilégiées dans ce domaine. Ça pourrait être un point d'appui très important pour la coopération francophone scientifique que nous appelons de nos voeux. Je partage avec vous une chose, qu'effectivement, je pense que chez nos dirigeants, au ministère et peut-être au niveau du président de la République, il y a eu les mots à Villers-Cotterêts, forts, importants, ambitieux, et les actes 18 mois plus tard qui font qu'on a des coupes budgétaires tellement énormes qu'en fait, on a effacé toutes les ambitions de Villers-Cotterêts, et ça, je pense que c'est une erreur. Ensuite, je ne sais pas dans le détail comment vous voulez organiser cette création de nouvelles institutions, mais je pense avec ce qui existe déjà et en le réorganisant, je pense qu'on peut répondre à l'ambition que vous proposez. Ensuite, sur les étudiants, nous, moi en tout cas, peut-être certainement mon co-rapporteur aussi, on a regretté, et je l'ai dit aux dirigeants canadiens, on a regretté que désormais, la plupart des étudiants, notamment africains, d'Afrique francophone, qui vont dans nos lycées français à l'étranger, sont bien plus attirés par le Canada, qui a besoin aussi de main-d'œuvre et d'intellectuels francophones que par la France. Et je regrette de dire qu'on dépense des centaines de milliers d'euros, millions même, pour ce réseau de l'Agence de l'enseignement français étranger qui souffre également dans le nouveau budget, pour que ces élèves soient formés et aillent au Canada. Et donc j'avais dit gentiment aux Canadiens, s'il vous plaît, laissez-les nous ou participez avec nous au financement de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Donc moi je regrette qu'on n'ait pas plus d'étudiants étrangers en France d'ailleurs, parce qu'ils sont encore une fois attirés par d'autres pays, et l'incapacité ou la difficulté dans la délivrance des visas en a écœuré plus d'un, et je pense qu'elle a favorisé une mauvaise image de la France dans certains pays. Merci. La parole à Madame Sophia Chikirou. Voilà. Est-ce que j'ai le mot de la fin? Non. Non, personne n'a le mot de la fin, et notamment pas en francophonie, parce qu'on voit bien Non. que le sujet est évolutif. Vous n'êtes pas votre meilleur partenaire qui a quitté la salle. Mais vous inquiétez pas, on Mais va je se souhaiterais réconcilier. rappeler que dans cette commission, je voudrais que l'on ait des relations, pas forcément cordiales, mais en tout cas respectueuses, quitte à s'affronter sur le fond, comme c'est le cas du bien des cas. Mais restons dans des relations humaines, Mais entre M. Herbillon et moi, c'est comme ça. Voilà. On se Donc, fâche, on se rappelle réconcilie. ça. Je ne parle à personne. C'est un propos général que je tiens là à ce moment de notre réunion. Non, je le respecte beaucoup et je respecte vraiment tous mes collègues. Je ne crois pas avoir jamais manqué de respect à mes collègues depuis 3 ans que je suis élue, et je ne le ferai jamais. Et donc avec M. Herbillon, on se chamaille, mais on s'apprécie quand même malgré tout. Non, je voulais juste souligner, parce que l'intervention de Madame Voynet a été très importante, je trouve, sur l'attention qu'elle a attirée sur les échanges universitaires et scientifiques, et le fait qu'aujourd'hui, nos chercheurs, nos universitaires publient en langue anglaise, et que c'est une des façons d'être reconnus dans les classements mondiaux et d'être classés, ce qui est un vrai problème au moment où l'État, enfin le gouvernement, annonce 100 millions d'euros
pour des universitaires américains. Moi, je trouve que ce n'est pas servir la francophonie, ce n'est pas servir non plus et utiliser à bon escient les deniers français, parce qu'on peut le faire intelligemment de plusieurs façons. Donc je pense que ce serait bien, en effet, de mesurer l'importance des échanges scientifiques, des échanges universitaires. L'idée d'un visa francophone est très importante. Moi, j'étais en Chine il n'y a pas très longtemps. Sur les recommandations que l'on fait, c'est pour bien se connaître, c'est aussi les échanges universitaires, les échanges d'étudiants. Et sur la question économique, aussi un sujet intéressant, c'est la rédaction des contrats, par exemple, d'un pays, d'une entreprise avec une autre. C'est un sujet que les entreprises françaises qu'on rencontre, par exemple en Chine, où la question de la langue, pour le coup, est très importante, parce qu'entre le mandarin et le français, il y a un gouffre, et l'utilisation de l'anglais ne convient pas pour la rédaction des contrats et ce genre de choses. Donc c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire la promotion de la langue française aussi pour la langue des contrats entre les entreprises. C'est une langue qui permet vraiment la subtilité, qui permet plein de choses. Donc, il y a un vrai intérêt vraiment à défendre la langue française dans tous ces domaines-là. Et c'est en Afrique, je sais qu'entre plusieurs pays frontaliers, sur de très larges territoires, la langue de la communication est la langue française et pas une autre, pour le commerce, pour les études, pour toutes sortes de choses. Donc vraiment, on a une langue vivante, on a une langue qui est à la fois utile. Et je termine juste en disant, on ne doit pas en avoir une vision utilitariste. Il faut vraiment en avoir une vision d'échange du humain et surtout pas de vision de domination, de colonisation, de puissance. C'est pas ça l'intérêt de la langue française aujourd'hui. Si vous voulez qu'elle soit bien adoptée, bien prise, qu'elle évolue, qu'elle s'enrichisse et qu'elle soit employée partout, il faut que ce soit une langue horizontale où on met tout le monde sur le même plan et pas autrement. Encore une fois, l'idée de l'Académie mondiale de la francophonie internationale est excellente et il faudrait la mettre en œuvre. Merci. Je partage tout ce que vous avez dit, ma chère collègue. Juste un petit exemple pour dire que les coopérations scientifiques francophones, on en a vu et les formidables. Par exemple, on avait pu voir les premières classes préparatoires aux grandes écoles du Sénégal qui sont à Thiès. C'est une coopération entre la France, la Tunisie, qui est très impliquée dans ce projet, et le Sénégal. Et on va pouvoir bientôt avoir des élèves qui passeront leurs épreuves pour X-Pont, X-Mine ou autres depuis ces classes préparatoires à Thiès. C'est quand même des choses incroyables à constater, qu'on connaît peu. Et donc, oui, misons beaucoup sur la francophonie scientifique. Il y a beaucoup de propositions dans le rapport pour ça, et on identifie des grands domaines sur lesquels nous pourrions avoir des grandes universités francophones, la mer, l'espace, l'IA, et pour ça il faut un peu de moyens et pas tout donner aux universitaires américains. Merci. Guillaume Bigot qui souhaite prendre la parole. Oui, madame, cher collègue Chicot, vous avez interpellé notre groupe sur le sujet, mais je crois vous avez mal compris ou on s'est mal exprimé, c'est possible aussi. Il n'était pas question du tout de domination, il était plutôt question de réintroduire du gagnant-gagnant, du donnant-donnant, dans lequel aussi notre pays, notre patrie trouve son intérêt. C'est pas du tout la même chose. Et de rompre avec un discours en permanence d'autoflagellation et de... voilà. On ferme les yeux sur ce qui se passe. C'est pas la même chose. Et ensuite, pour le coup, cette séance est un peu exceptionnelle. Je vais vraiment complètement venir à votre soutien de vos arguments. Madame Chikuru, je les trouve pertinents, notamment sur la question juridique. Le droit français a été importé par la Chine avec le droit administratif et aussi avec un droit très latin, avec des arêtes assez nettes et pas... Enfin, c'est vrai que le droit anglo-saxon, on a vraiment l'impression d'une réflexion d'un bébé qui essaye de marcher. Ils sont obligés de faire de la jurisprudence, ça coûte très cher. Enfin, tout ça est très... Parce que les États-Unis sont une telle puissance que leur droit, évidemment, est imité par effet d'imitation du dominant. Mais en réalité, c'est un droit assez confus. Et le droit français des affaires, comme le droit administratif, effectivement, est très cadrant et serait très utile dans ce contexte. Enfin, pour terminer, je pense qu'il y a vraiment un sujet, même si nous ne sommes pas dans la commission des affaires éducatives et dans la commission des affaires étrangères, mais il y a bien un lien. Il faudrait arrêter peut-être de s'auto-flageller en permanence. Parce que le CNRS et l'AERS, je tiens à vous le signaler, dans toutes les classes scientifiques, on ne va pas toutes les donner, l'économie, la gestion, la médecine, etc. On s'auto-flagelle. Pourquoi ? Parce que 90% des publications sont des publications états-uniennes, dont on a vu aussi pendant le Covid ce qu'il fallait penser. Voilà. Donc il faut arrêter de s'auto-flageller. Les pays normaux, la Chine, l'Inde, etc., ne s'auto-flagellent pas. Ici, on est dans un club SM, l'Union européenne, et en plus, on est maintenant cette mondialisation américaine où on s'auto-flagelle en permanence, et il faudrait en sortir pour aller vraiment vers la francophonie à égalité. Merci. La parole à Jean-Louis Roumégas.
Oui, juste une petite réflexion, parce que j'entends, c'est un débat très intéressant sur le fond, mais il y a une idée, moi, qui me chiffonne un petit peu, l'idée de créer une académie internationale de la francophonie. Je trouve que c'est un peu contradictoire avec l'idée d'horizontalité. Une langue, c'est vivant. C'est vivant et il faut le laisser vivre. Une académie, c'est fait pour normer. Moi, je considère qu'il n'y a pas un Français, il y a des Français. Et c'est ça qui fait la richesse de la francophonie. Le québécois, c'est pas tout à fait du français. Le belge, c'est pas tout à fait du français. Le suisse, etc. Et c'est ce qui fait la richesse. Et puis l'harmonisation, elle se fait parce qu'on lit les auteurs francophones étrangers. Ça, c'est une richesse. Donc moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce côté normatif qui est une espèce de phonée, finalement, peut-être une nouvelle forme de colonialisme aussi. Donc, laissons vivre le français tel qu'il est dans le monde, dans sa diversité, et échangeons. Et simplement, la France doit se montrer accueillante avec les francophones, parce que ça, c'est le produit de l'histoire. Et c'est notre force si on sait être accueillant. Frédéric Petit. Oui, merci. Juste une petite remarque, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur l'ensemble des projets qui existent, et je m'inscris dans ce qu'a dit Amélia Lacrafi sur le fait qu'il faut peut-être revivifier et réorganiser ce qui existe et pas refaire des institutions. Il existe un magnifique dictionnaire francophone qui marche très bien et qui fait lisez-le, chers collègues, c'est absolument extraordinaire, et qui dit le dictionnaire francophone, c'est-à-dire qui dit tout ce qu'on dit dans les mots qu'on ne connaît pas, il y a du créole, etc., et qui regroupe l'ensemble de l'expression francophone. Je ne sais plus quel est l'organisme, donc je ne vais pas le dire, mais je ne sais plus comment ça marche, mais ça existe. Donc voilà, je m'inscris assez dans ce que vient de dire mon collègue Roumégas. Merci. Peut-être un mot de la fin des deux rapporteurs, notamment sur les propositions, et peut-être un sentiment personnel sur ce qu'on a entendu. On a vu toutes les dimensions que recouvre la francophonie, mais peut-être que la réflexion de fond, de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui offre la francophonie au XXIe siècle et à un certain nombre de millions de jeunes. C'est quoi aujourd'hui la francophonie du XXIe siècle? On a l'impression qu'elle vit un peu de ce qu'elle a été avant, c'est-à-dire la langue, l'histoire, première dimension. Deuxième dimension, avec le discours de La Baule, les questions de gouvernance démocratique, droits de l'homme, etc. On a là certainement une réflexion qui n'est pas menée suffisamment sur ce qu'est la francophonie d'aujourd'hui et en quoi elle peut être attractive et servir au monde. Dans un monde complètement dérégulé, on le voit tous les jours avec de nouvelles entorses au droit international, le monde multilatéral de droit international, de liberté publique, de paix qu'offre la francophonie. Pour moi, c'est ça l'espace de demain et on a un très grand espace à conforter et à développer. Et aujourd'hui, on le voit avec réduction de budget, on le voit avec le rapport qui est fait, ce champ-là, en tout cas, n'est pas suffisamment pris en compte, alors qu'il est essentiel sur le système de société qu'on propose à nos citoyens. Voilà, je fais un petit mot pour terminer, et puis chacun en guise de conclusion. Non, mais vous dire que merci pour ces échanges, parce que même s'ils ont parfois été vifs, moi je les ai trouvés passionnants, qu'un des enjeux pour nous aussi, on s'était souvent dit avec Amélia, c'était je sais pas, de dépoussiérer un peu ce sujet, de le remettre un peu comme un sujet de débat politique. Donc je crois qu'au moins de ce point de vue-là, l'exercice est réussi, puis merci pour les encouragements sur la qualité du rapport. En tout cas, très heureux d'avoir produit ce travail, et maintenant on compte sur notre cher président pour convaincre le ministre des Affaires étrangères demain matin de se battre pour les budgets, parce que ça va compter cette affaire dans la suite du projet francophone. Merci. Merci beaucoup, mes chers collègues. C'est vrai que je pensais que vous seriez beaucoup moins nombreux parce que la francophonie, c'est un concept abstrait qui peut-être attire moins les collègues français. Et pour vous dire, donc, pour moi, c'est une famille. Et on peut en hériter, on peut la rejoindre parce qu'on en a envie, parce qu'on est passionné, parce qu'on est curieux. Et que, comme dans toutes les familles, on se dispute, on se rabiboche. Mais quand un ne va pas, la solidarité fonctionne. Pour moi, c'est tout ça, la francophonie. Et on a beaucoup parlé de mobilité, de pouvoir faire ses études au lycée français à Dakar, de faire un stage à Rabat, de trouver son premier emploi à Kinshasa ou de vouloir faire une résidence d'artiste à Paris. C'est tout ça, aussi la francophonie. Donc une famille et de la mobilité. Et beaucoup d'espoir pour les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup, notamment en Afrique. On dit beaucoup qu'en 2030, on aura plus de 70% de francophones en Afrique. Donc faisons en sorte d'être dynamique et d'apporter de l'espoir avec du savoir. Merci.
Merci beaucoup. Conformément à l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale, rien de... On se retourne tout à fait normal de procéder ainsi. Il revient à présent à notre commission de se prononcer sur la publication du rapport d'information. On ne se prononce pas sur le fond, mais sur la publication ou non de ce document. Je vais consulter la commission qui est pour la publication de ce rapport. Voilà, qui s'abstient, qui est contre. Félicitations, il est ainsi décidé. Le rapport de notre deux rapporteurs sera donc publié et distribué.